Bonjour, donc merci d'être venus si nombreux. Merci à Fabien Gandon de nous parler de web, de révolution du web. Merci à Sandra d'avoir pris l'initiative d'inviter Fabien Gandon. Alors, je me suis posé la question pour préparer ce préambule, à quoi on pouvait associer le web et notamment sur les aspects de révolution et d'évolution qui sont liés à cette série d'Agora des savoirs. J'ai fait un retour en arrière de 15 ans, des années 2000, le temps où on se connectait sur le web via un modem et qui avait un petit bruit caractéristique dont on se souvient tous, qui pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un chapitre du livre de Philippe Delerme sur Première gorgée de bière. C'est vraiment typique de ce qu'on peut ressentir. Et 15 ans, c'est éloigné, en même temps, c'est pas si éloigné que ça. Et je pense que c'est des points qui peuvent nous interpeller. Le web a joué un rôle dans nos sociétés, dans l'évolution de notre société. On s'en rend compte de plus en plus. On discute de plus en plus aussi de ses limites, notamment des révolutions avec les liens sociaux qui ont changé, la manière de travailler qui a pu changer aussi avec le web, la diffusion des données, des connaissances via le web a engendré une nouvelle manière d'appréhender finalement tout ce qui est données, connaissances, dont Fabien Gandon nous parlera. Les évolutions, notamment, il y a eu beaucoup d'évolutions scientifiques qui ont lieu avec le web. L'année dernière, on avait parlé de big data, l'infobésité, tout ce qui est lié à ça, le volume des données, la véracité des données, la variété des données, la vélocité. Tout ça sont des problématiques de recherche à part entière. Et ça a aussi ouvert de nouvelles disciplines. On pense aujourd'hui, de plus en plus, on parle de sciences des données. La science des données qui a pour objectif d'extraire des connaissances à partir des données, mais dans une démarche pluridisciplinaire. Et je sais que cette démarche-là pluridisciplinaire, c'est une démarche qu'affectionne particulièrement Fabien Gandon, qui fait référence à ce type de démarche dans les travaux de recherche. Alors pluridisciplinaire dans le sens où on encourage des collaborations entre informaticiens, mathématiciens, philosophes, citoyens. Donc c'est là où l'Agora des savoirs et cet exposé a réellement du sens. Alors la spécialité de Fabien Gandon, c'est le web sémantique. Alors sémantique, je pense qu'il nous en parlera un petit peu. Donc sémantique, on peut se poser la question comment associer la sémantique au web. Quand on parle d'Agora des savoirs, par exemple, une sémantique associée à l'Agora des savoirs, c'est de déterminer qu'on parle d'une conférence, que cette conférence a lieu à Montpellier. On peut raisonner aussi, et ça aussi c'est des points, je pense, qui seront évoqués dans l'exposé. Raisonner, aujourd'hui, on a l'exposé de Fabien Gandon. Peut-on raisonner et déduire cette information automatiquement avec les données? Donc, pour cette raison-là, tout naturellement, vous avez compris que Fabien Gandon était l'interlocuteur privilégié. Donc Fabien Gandon a fait sa thèse en 2002, a soutenu sa thèse en 2002, donc à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, sur des questions qui sont liées aux ontologies, au système multi-agent. Donc là, on touche un petit peu aux problématiques de l'intelligence artificielle et au web sémantique, donc finalement les prémices du web sémantique, au moment où on avait le petit cri strident du modem. En 2003, il a fait un postdoc en Pennsylvanie, et en 2004, il est devenu chercheur permanent à l'INRIA, dans l'équipe Acacia, puis dans l'équipe Edelweiss. Alors, ça m'amusait parce que j'ai regardé un petit peu la définition de cet acronyme. Donc, je vous le dis, c'est échange, document, extraction, langage, web, ergonomie, interaction, sémantique et serveur. Donc, ce sont à peu près des problématiques qui nous occupent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Fabien Gandon est directeur de recherche INRIA, responsable de l'équipe Wimix, donc qui s'occupe bien sûr de web sémantique, mais aussi de web des données, de données liées, de données ouvertes, et représentant INRIA au W3C, qui est un consortium qui réfléchit et qui prend des positions sur les différentes normes, un consortium international. Donc voilà comme préambule. Merci beaucoup. Merci. Bien, déjà, merci à vous d'être venus. Merci à Montpellier de m'avoir invité. Donc, je vais toucher un petit peu, effectivement, à mon domaine de recherche aujourd'hui, donc le web sémantique. Mais ça va être très peu dans la présentation que je vais présenter parce que mon objectif, c'est de montrer qu'il y a eu beaucoup de changements dans le web
L'un d'entre eux, c'est ce web de données, ce web sémantique, mais il y en a plein d'autres qui sont en parallèle. Et il faut bien prendre en compte tous ces changements. Il y a un petit Larsen. Il faut bien prendre en compte tous ces changements si on veut comprendre dans quelle direction, si tant est qu'il y a une direction, va le web. Alors, j'ai proposé aussi à ceux qui le veulent, mais ça n'est pas du tout obligatoire et ça n'est pas du tout nécessaire pour la présentation, d'aller sur le web pendant cette présentation, puisqu'on parle du web, et de l'utiliser comme un support pour échanger entre vous. Donc il y a à cette adresse-là, vous avez un espace partagé sur lequel vous pouvez échanger à travers tous ceux qui sont dans la salle et puis même ceux qui sont en dehors et qui voient cette adresse. Mais je le répète, ça n'est pas obligatoire et cette présentation se veut autonome. Donc, à la fin, au moment du débat, on pourra aller voir ce qui s'est dit dans cet espace, dans cette agora bis sur le web. Alors, quelles sont les différentes évolutions et les étapes de la présentation de ce soir ? D'abord, je vais partir d'une idée de base qui a beaucoup influencé Tim Berners-Lee à l'origine du web, qui est cette idée de prothéser notre mémoire, donc de l'augmenter pour l'aider notamment à gérer de plus en plus de choses. Puis je vais montrer comment une des premières évolutions sur le web a été de séparer le fond de la forme, et que ça va permettre un certain nombre de changements sur le web. Dans un troisième temps, je vais montrer comment on est en train de mettre en place, derrière le web que vous voyez tous les jours lorsque vous naviguez sur le web, un web quasi invisible qui lui relie non pas des pages, mais des données directement, et des bases de données. Et donc un web qui est essentiellement destiné à être consommé non pas par des humains, comme vous et moi, mais par des machines. Je vais aussi vous montrer que de plus en plus, ce que l'on relie entre eux, ce ne sont pas des documents, ni même des données, mais carrément des programmes. Et que là où on peut parler, et j'expliquerai ce mot tout à l'heure, d'hypertexte pour le web, en fait, à l'étape où on en est, nous construisons un hyperprogramme, c'est-à-dire que le web est un espace dans lequel on relie entre eux des programmes. Je suis obligé de parler de la révolution sociale sur le web. C'est la facette du web que vous connaissez le plus et dont on parle le plus dans les médias. J'essaierai d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on dit et de montrer, pour reprendre quelqu'un qui est passé à l'Agora, Stigler, qu'on est en train d'utiliser le temps de cerveau disponible des gens. On l'a utilisé à la télé, maintenant c'est le web qui nous transforme en des processeurs, presque gratuits parfois, et donc on est intégré à une immense machine sociale. Le dernier point de l'évolution sur lequel je reviendrai, c'est le fait que le web devient aussi une interface ubiquitaire, omniprésente, entre nous et le monde. Et que même pour ouvrir une porte, maintenant, on va pouvoir passer par le web. Voilà, et je conclurai en expliquant que l'ensemble de ces évolutions, mises ensemble, et puis le web qui en héberge, appellent beaucoup de défis, beaucoup de travaux multidisciplinaires, pour essayer de mener le web à son plein potentiel et d'éviter des utilisations du web que l'on n'aimerait pas voir. Alors, je commence avec cette idée de la prothèse de la mémoire, et aussi parce que j'ai cette habitude de commencer à parler du passé pour mieux expliquer où on en est au présent et expliquer où on irait dans le futur. Alors, je vous ramène en 1945, plus précisément en juillet 1945. Donc historiquement, c'est un mois avant l'explosion des bombes atomiques. Et il y a un grand monsieur qui s'appelle Vannevar Bush, qui écrit un article, pas du tout dans son domaine de recherche. Cet article s'appelle « As we may think », comme nous pourrions penser. Et grosso modo, dans son article, il s'adresse à la communauté scientifique et il dit « Mesdames, messieurs, on a un problème, on écrit trop de livres et d'articles, et je prévois un moment où on écrira tellement de livres et d'articles importants pour nos domaines que nous n'arriverons pas à suivre. Et je propose que ce problème soit considéré comme un problème scientifique en lui-même. » Et dans cet article, il commence à proposer notamment une machine théorique qu'il appelle le MEMEX pour Memory Extension, donc une prothèse de la mémoire, qui ressemblerait à ça, à une espèce de bureau avec deux plaques sur lesquelles on projette, parce qu'à l'époque, on a le droit à des poulies, des lentilles optiques pour faire ça, donc des moteurs, et c'est à peu près tout ce à quoi on a le droit d'un point de vue technique. On projetterait des documents, et puis notamment lorsqu'on regarderait un document, on pourrait consulter un autre document en parallèle, et on pourrait noter qu'il y a un lien entre ces deux documents, de telle façon à ce que si un jour on revient sur ces documents, le système nous rappelle les liens qu'on a tissés. Donc on sort le lien d'association de notre mémoire, on l'externalise, et on utilise la machine pour nous prothéser, pour nous aider à garder ces liens et à reprendre la lecture là où on l'a laissé.
Alors, techniquement, c'est très dur en 1945, donc il faut attendre l'avènement de l'informatique. Et un deuxième grand monsieur qui s'appelle Ted Nelson, qui 20 ans plus tard, dans un article, va citer Vannevar Bush et va dire, avec l'informatique, on a ce qu'il faut pour réaliser le MEMEX. En fait, le problème, c'est juste une structure de données particulière en informatique, ce problème de découper des textes en morceaux et de faire des liens entre les textes de façon à pouvoir naviguer entre des bouts de texte. Et il appelle ça un hypertexte, parce qu'on passe de bout de texte en bout de texte. Et même dans son article, il propose aussi un autre mot qu'il appelle hypermédia, parce qu'il dit « je prévois un jour où on fera la même chose en passant d'un bout de texte à un mouvement de symphonie, à un extrait de film, etc. » 1965. Bon, alors le problème à l'époque, c'est qu'un ordinateur, ça remplit très facilement cette salle, et c'est moins puissant que les téléphones que vous tournez vers moi. Donc il va falloir attendre un certain temps, et puis aussi l'avènement des réseaux, parce qu'ils sont très auto-centrés. À l'époque, les ordinateurs, on les enferme dans une salle, et ils travaillent sur eux-mêmes, ils sortent quelque chose, et on ressort avec ce qu'ils ont sorti. Donc il faut attendre qu'on les mette en réseau. Et un troisième monsieur qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est embauché au CERN pour travailler sur la gestion de tous les documents que les scientifiques, les physiciens du CERN produisent dans leurs expériences et pour les gérer, va proposer en fait de mettre tout ça ensemble. Et son idée principale, sa première idée au cœur, ça va être de dire, eh bien je peux prendre l'hypertexte, je peux prendre les réseaux, et je peux faire en sorte qu'un hypertexte traverse les réseaux. C'est-à-dire que ces documents que je relie entre eux, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient sur la même machine. Et donc, un document sur une machine peut être relié à un document sur une autre machine, etc. Et je vais pouvoir passer de machine en machine et de document en document. Et voilà, il invente le web, 1989. Alors là, je suis obligé de faire il y a un transparent que je suis obligé de mettre à chaque fois. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est la chose suivante. Contrairement à ce que l'on lit tous les jours, Internet et le web sont deux choses complètement différentes. Si vous regardez la plomberie chez vous, il y a les tuyaux, et il y a ce qui passe dedans. L'eau chaude, l'eau froide, le gaz. Les tuyaux, c'est Internet. L'eau chaude, c'est le web. Et on fait passer d'autres choses sur Internet. Les mails, la téléphonie. Ce sont deux choses différentes. Donc il y a deux grands monsieur différents. D'un côté, il y a Tim, qui a inventé le web, une des applications qui passe dans les tuyaux. Et puis de l'autre côté, il y a des Américains comme Robert Kahn ou Vinton Cerf, ou en France, Louis Pouzin, qui avait travaillé sur les protocoles qui permettent aussi la communication par paquet, qui ont travaillé sur des technologies qui permettent de faire ces tuyaux et de faire passer les choses. Et ce sont deux choses différentes. Et l'erreur est tellement classique que, comme vous le savez, on fête actuellement les 25 ans du web. L'an dernier, aux États-Unis et en France, dans quelques jours, on le fêtera à Paris. Et ils se sont fait faire deux t-shirts sur lesquels, sur celui de Vinton Cerf, il y a marqué « Je n'ai pas inventé le web » et sur celui de Tim, il y a marqué « Je n'ai pas inventé Internet ». Donc rappelez-vous, quand vous lisez la presse maintenant, faites attention et corrigez. Alors, regardons cette architecture à laquelle on est arrivé en 89. Il y a trois composants très importants. HTML, qui est un langage, HTTP, qui est un protocole, et URL, qui sont les adresses. Alors laissez-moi vous expliquer. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je vais essayer à chaque fois de vous faire passer des notions et puis donner les mots-clés quand vous voulez aller dedans. Les URL, vous les connaissez tous. Ce qui est amusant, c'est qu'historiquement, ils n'étaient pas destinés à être vus par les humains. Mais on les voit partout, sur tous les panneaux publicitaires. Ce sont ces fameuses adresses www.ce-que-vous-voulez.fr, .com. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un URL. C'est une adresse, typiquement une adresse de quelque chose qui est sur le web. HTML, c'est le langage qui va permettre d'écrire la page, par exemple, le site web, que vous allez avoir à l'écran. Ça permet de coder cette page et de dire comment elle doit s'afficher. Par exemple, ici, vous avez un petit bout de code qui dit qu'il doit y avoir une phrase « Fabien travaille chez INRIA ». Et puis, INRIA, c'est un lien vers le site web de l'INRIA. C'est comme ça qu'on code dans une page. On met ce petit code. Et quand votre navigateur charge ça, hop, il affiche la phrase et il crée un lien sur le mot INRIA et vous pouvez le suivre. Et puis la troisième brique, c'est le protocole. Donc une fois que vous avez mis une page à une adresse, eh bien, il vous faut un moyen d'aller la chercher et de la ramener. Un protocole de communication, et c'est HTTP. Et ici, vous avez un exemple d'une petite commande en HTTP qui permet à votre navigateur, à chaque fois que vous cliquez dans votre navigateur, c'est ce que votre navigateur fait derrière, il envoie une commande
à un serveur en lui disant « je veux cette page ». Donc là, il récupère la page Centre Sophia sur le serveur inria.fr. Donc on a 3 composants, un pour écrire les pages, un pour leur donner des adresses, et un pour aller les chercher et les ramener. Et voilà, vous avez les briques du web, qui n'ont pas changé depuis 89. Et tout ce qu'on a fait, toutes les évolutions, sont basées sur cette architecture. J'ai perdu personne? Ça va? Voilà une copie d'écran du premier navigateur web sur la machine de Tim Berners-Lee au CERN en 1990. Alors on reconnaît déjà les choses, hein. Les liens, on a une furieuse envie de cliquer dessus. Là, vous avez le menu du navigateur. Et alors, il y a un mythe que j'aimerais bien casser avec vous ce soir. Dans ce menu de navigation, ici, il y a une option qui était disponible dès la naissance du web, dès la première version, et qui pourtant n'est pas disponible maintenant par défaut. Et qui est particulièrement importante lorsqu'on se trouve dans une conférence qui s'appelle Agora. Alors cette option, c'est celle-là, c'est l'option « Edit ». Parce que peu de gens le savent, mais quand le web est né, il était ouvert en lecture et en écriture. Ça veut dire que vous pouviez pointer votre navigateur sur n'importe quelle page du web, la visualiser, mais aussi la modifier. Et pour plein de bonnes et mauvaises raisons, dans les années qui viennent, et notamment à travers le premier navigateur le plus déployé, qui s'appelait Mosaic, cette option ne sera pas disponible. Et on verra après comment le web va la réinventer. Mais au passage, ça veut dire que le protocole qui est dans le web, HTTP, ce protocole, peut permettre de faire ça. Il permet de modifier n'importe quel morceau du web si on le veut. Donc pour revenir à mon architecture, on arrive en 1994, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au web, il y a de plus en plus de gens qui font du développement, et bien sûr, tout le monde y va de ces extensions du web, des fois simplement pour montrer qu'on peut faire des choses, d'autres fois pour essayer de prendre le contrôle du web en prenant le contrôle, en proposant des extensions qui sont incompatibles avec les autres. Alors, des fois, j'entends des développeurs web qui se plaignent qu'on a trop de navigateurs et qu'il faut tester toutes les pages sur les différents types de navigateurs. Alors c'est pareil, historiquement on le sait assez peu, mais dès les années 94, on va avoir jusqu'à 12 navigateurs en compétition. Et ils seront en plus incompatibles. Ils vont commencer à se faire la guerre. Par exemple, la façon de rajouter une image dans une page ne sera pas la même dans un navigateur et dans l'autre. Et là, on a un très gros problème, parce qu'on perd l'intérêt principal du web, qui est son interopérabilité. Le fait que je peux prendre n'importe quelle adresse du web, le mettre dans mon navigateur et la visualiser, ça ne marche plus. Donc il y a un très gros risque. Alors on met en place un consortium qui s'appelle le W3C, qui est créé par 3 instituts, le MIT aux États-Unis, Keio University au Japon et INRIA en France, pour donner un espace où on va standardiser les évolutions du web et s'assurer qu'il ne va pas y avoir bien des incompatibilités ou des prises de monopole. Un espace neutre dans lequel on va pouvoir discuter ça. Donc si je regarde maintenant, au dernier comptage, il y a plus de 400 membres à l'intérieur. Et vous avez des toutes petites entreprises comme Google, Facebook, Microsoft, Fujitsu, Boeing, etc. Donc vous imaginez une réunion au W3C, des fois, ça peut devenir assez houleux. Et le but du jeu, c'est de se mettre d'accord pour faire en sorte que le prochain standard marche partout. Alors si je regarde un petit peu les standards qui ont été faits au W3C, là vous retrouvez les 3 petits dont je vous ai parlé, et là vous avez le reste. Donc ça, vous imaginez un peu comment on est monté en complexité technique au fur et à mesure des années pour développer le web. Donc un certain nombre d'entre eux, je vais les mentionner aujourd'hui parce qu'ils ont participé aux évolutions du web. Bien. Donc voilà, historiquement, on est un petit peu après la naissance du web. Et à ce moment-là, on va percevoir le web essentiellement comme un réseau de pages, de sites, un réseau de documents avec un titre et des paragraphes sur lequel on navigue. Premier changement, première évolution du web qui va avoir lieu à partir du milieu des années 90, c'est donc la séparation du fond de la forme sur le web. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à cette brique-là, qui était HTML, qui était le langage qui permet de représenter les pages web. On va l'enlever, ou plus précisément, on va la remplacer,
et on va permettre d'échanger d'autres choses que des documents. Alors, ce que je vous montre ici, c'est un seul site web qui s'appelle CSS Zen Garden. Et ce site web a une particularité, c'est que sur ce site, il y a une seule page HTML, mais il y a beaucoup de pages qu'on appelle des pages CSS. Pourquoi ? Parce que CSS, c'est une évolution qui va avoir lieu au milieu des années 90 et qui permet de faire la séparation entre le contenu d'une page et la façon dont elle est présentée. Donc d'un côté, vous allez mettre quel est le titre, et de l'autre côté, vous allez mettre qui doit être en rouge, en gras, etc., ou en italique. Dans HTML, vous mettez le contenu, dans CSS, vous mettez la forme. Et si vous regardez ce site web, en fait, si vous regardez de près, chacune des pages a exactement le même contenu. Ce qui change, c'est la façon de le présenter. Ça permet de faire une preuve de concept du fait qu'on peut bien séparer le fond de la forme. Donc ça, c'est une première évolution. Deuxième évolution, qui va avoir lieu 2 ans plus tard, c'est ce qu'on appelle XML. XML va nous permettre de sortir de cette idée que tout sur le web est une page. Parce que vous le savez comme moi, il y a beaucoup de documents qu'on manipule tous les jours qui ne sont pas des pages web. Une facture n'est pas une page web, un annuaire n'est pas une page web, un catalogue n'est pas une page web. Ils ont une structure. Dans une facture, il y a des colonnes, il y a des lignes, etc. Il n'y a pas ça dans une page web. Et donc, ce que XML va nous permettre de faire, c'est cette fois-ci de s'affranchir de la structure des pages web et de créer, dans tous les domaines d'activité humaine, sa propre structure. Quel que soit votre domaine, vous allez pouvoir le définir en XML et après l'échanger sur le web. Alors vraiment, quels que soient les domaines, parce qu'ici, je vous ai mis une liste, un extrait d'une liste, qui montre tous les langages qui ont été créés à la suite de XML. Et vous allez trouver des langages en mathématiques, en chimie, en musique, en finance, pour les GPS, dans tous les domaines, absolument tous les domaines. La preuve, je vous montre aussi une petite démo d'un domaine dans lequel on n'avait absolument pas prévu que les gens feraient du XML, ce sont les taggers. Parce que les taggers ont beaucoup évolué techniquement, et maintenant ils taguent les bâtiments au laser. Alors ça leur permet notamment, par exemple, d'enregistrer leurs tags, de les retoucher sur un iPhone, et puis de rejouer un tag qui a été fait à Paris sur un bâtiment à Tokyo. Et comment est-ce que le tag est codé ? En XML. Ils ont créé un langage, GraffitiML, qui leur permet d'échanger leur graffiti. Dans tous les domaines, les gens vont s'emparer de cette capacité à représenter les documents et les données de leur domaine pour créer des langages et échanger sur le web. La deuxième chose qui est importante à voir et qu'on voit très bien avec XML, c'est que non seulement la mise en place d'un standard va permettre plein d'échanges, mais il va aussi permettre et amplifier la création de nouveaux standards au-dessus. Notamment au-dessus d'XML, maintenant que j'ai un moyen de créer n'importe quel document dans n'importe quel domaine, on va se doter de nouveaux standards qui vont nous permettre d'échanger non plus uniquement des documents, mais les manipulations, les transformations, les calculs, les programmes sur ces documents. Donc maintenant que j'ai standardisé la structure des documents, je peux standardiser l'échange des manipulations. Par exemple, j'ai un standard qui s'appelle XPath qui me permet de standardiser la façon de sélectionner un morceau de document. La façon de sélectionner, par exemple, de dire je veux la 3e ligne de la facture. Comment je dis je veux la 3e ligne de la facture ? C'est une petite formule qui s'écrit dans ce langage-là. Et lui-même, il est standard. Donc cette petite formule de sélection, je peux l'échanger sur le web. Je peux la composer avec d'autres. Donc le web devient un espace dans lequel non seulement j'échange et je lis des documents, mais je vais aussi échanger et composer des opérations sur ces documents. Je vais pouvoir créer des pointeurs très précis sur ces documents. Au lieu de faire un lien vers un document, je vais faire un lien vers un paragraphe dans ce document, très précisément. Je vais pouvoir faire des liens entre des documents sans les modifier. Sur le web, normalement, lorsque vous voulez faire un lien d'une page vers une autre, vous devez modifier la page de départ pour rajouter le lien. Maintenant, avec Xlink, je peux ne pas modifier mes documents, avoir un document à Montpellier, un document à Tokyo, et créer moi-même dans un document à Nice un lien entre ces deux documents, en pointant sur le début et la fin du lien. Et donc rajouter ce lien là où il n'était pas. Je vais pouvoir faire des transformations, des requêtes très précises, et je vais même pouvoir orchestrer tout ça. Donc en fait, toutes les manipulations sont elles aussi standardisables et échangeables.
Donc ce que je viens de dire, c'est qu'on était dans un espace de pages web, un réseau de pages web, un graphe de pages web, et maintenant je passe dans un réseau de documents structurés en général, ces documents pouvant venir de tous les domaines que vous voulez imaginer. Alors ça, c'est le moment où je bois. Alors là, on va prendre un risque parce qu'on va rentrer dans la facette qui correspond à mes recherches. Donc la probabilité que j'explose le temps sur cette facette, elle est très grande. Ce qui est amusant avec le web des données et le web sémantique, c'est que encore maintenant, quand on en parle dans la presse, les gens perçoivent ça comme étant quelque chose de nouveau, voire même quelque chose de tellement nouveau que c'est peut-être pas encore certain. Et là encore, c'est un mythe. Et pour vous le prouver, je vais vous ramener en 1994. Donc ici, le jeune homme, à l'époque, c'était Tim. Il est à la conférence internationale du web, la première édition à Genève, qui était prévue pour recevoir 300 personnes et qui va se retrouver avec 600 personnes. Et il va faire sa première conférence invitée à la conférence mondiale du web. Et j'ai extrait 4 transparents de sa présentation de l'époque pour vous montrer que l'idée était déjà là à l'époque. Tim s'adresse à la salle et dit « Lorsque vous regardez le web actuellement, vous imaginez que c'est un espace dans lequel on fait des liens entre les pages et on passe de page en page. Mais dans ma vision du web, ça n'est qu'une dimension, c'est la dimension documentaire du web. Et le web va bien au-delà de ça. » Tim dit notamment, quand un utilisateur... Ah oui, ceci est un utilisateur en 1994. Quand un utilisateur va sur le web, il y va alors qu'il a un modèle du monde dans la tête. Alors, je connais très peu de gens, j'en connais, mais je connais très peu de gens qui vont sur le web juste pour le plaisir de cliquer sur les liens. En général, ils y vont parce qu'ils veulent faire quelque chose. Ils veulent réserver un billet d'avion, consulter leur compte en banque, acheter un livre. Ils veulent faire quelque chose. Ils ont un modèle du monde et de la tâche qu'ils veulent faire dans la tête. Et c'est par rapport à ce modèle qu'ils vont décider ou non de cliquer sur un lien ou de faire une recherche. Donc Tim dit, voilà, nos utilisateurs se baladent sur le web, ils ont un modèle du monde dans la tête. Et on aura atteint le plein potentiel du web le jour où on sera capable, en informatique, en machine, de capturer tout ou partie de ce modèle, de l'expliquer à la machine, de façon à ce qu'elle puisse nous aider non pas à naviguer, mais à faire la tâche pour laquelle on va sur le web. Et c'est ce qu'il appelle le web sémantique. À ce moment-là, dans la salle, tout le monde applaudit, et tout le monde sort en disant « je n'ai rien compris ». Donc ça va prendre encore 4 ans, et un document qui s'appelle Semantic Web Roadmap en 1998, dans lequel on va poser les bases de cette évolution. Donc je vais essayer de vous en parler brièvement. Là. Brièvement étant le mot-clé. La brique de base, le standard de base pour le web sémantique, c'est un standard qu'on appelle RDF, pour Resource Description Framework. L'idée, c'est qu'on va commencer à mettre sur le web, non plus des documents structurés, mais des données qu'on va découper en petits bouts, vous allez voir pourquoi, et qu'on va pouvoir distribuer. Donc, par exemple, imaginons qu'on veut expliquer sur le web, sous forme de données, pour que les machines puissent utiliser, qu'il existe un document HTML qui a pour auteur Fabien et qui a pour thème la musique. Je vais le découper en tout petits bouts. Le plus petit bout qu'on puisse faire en RDF, c'est ce qu'on appelle un triplet, c'est-à-dire un sujet, un verbe, un complément, ou pour les logiciens, sujet, prédicat, objet. Donc je le découpe en 2 petits bouts. Un premier qui dit le document a pour auteur Fabien, et un deuxième qui dit le document a pour thème la musique. Alors la première chose que je peux faire en faisant ça, c'est que je ne suis pas obligé de mettre ces 2 petits bouts au même endroit sur le monde. Je peux mettre un premier petit bout à l'université de Montpellier, et un deuxième petit bout à Tokyo. Alors dit comme ça, pas spécialement intéressant. Et si vous prenez les choses dans l'autre sens, si par exemple le premier morceau, ici document pour auteur Fabien, a été mis à l'université de Montpellier, alors ça permet à l'université de Tokyo de dire « Ah tiens, il y a ça, je vais rajouter ça ». Donc ça permet à chacun de venir rajouter des données et augmenter les données qui ont été mises en ligne. Et ce n'est pas chacun dans son coin, c'est chacun dans le même espace de données, dans la même grosse base de données reliée à l'échelle mondiale. Pour faire ça, il y a une autre évolution du web qui se fait en parallèle et que vous connaissez très bien.
c'est la révolution des références sur le web. Faire référence au web est devenu extrêmement facile. Alors, il y a une façon extrêmement simple, hein, j'en ai abusé d'ailleurs pour cette conférence, c'est le QR code. Le nombre de façons qu'il y a de faire des QR codes, ces petits codes-là qui permettent d'être flashés et d'aller notamment sur le web ou de récupérer des données, a explosé. Hein, depuis des gâteaux sur lesquels on met en sucre, des animaux qui sont, au lieu d'être marqués au fer rouge, sont tagués en QR code, des boutiques, des bagues, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Et à chaque fois, ces petits codes sont une façon, dans la réalité, dans le monde physique, de faire une référence au web. Une façon extrêmement simple, puisque n'importe qui a une imprimante peut le faire. Ce qu'il y a derrière ça, par contre, d'un point de vue architectural et philosophique, parce qu'il y a des philosophes qui travaillent sur cette partie-là de l'architecture du web, c'est un changement complet de la perception de ce que c'est qu'une adresse web, qui va avoir lieu vers la fin des années 90. Ce changement se passe ainsi. Jusqu'à maintenant, la plupart des gens, lorsqu'ils voyaient une adresse web, imaginaient qu'elle identifie quelque chose, une page, une image, qui se trouve sur le web. Donc, dit autrement, ces URL, ces adresses web, sont perçues comme un moyen d'identifier et de localiser ce qui existe sur le web. Et le changement qui a lieu, c'est de passer des URL à ce qu'on appelle les URI, qui consistent à identifier sur le web ce qui existe. Alors vous dites, il joue sur les mots. Mais ce qui existe, mais tout ce qui existe. C'est-à-dire que si je veux mettre cette chaise-là au premier rang sur le web, je peux. Alors évidemment, la chaise, elle ne va pas passer à travers le web. Mais je peux lui donner une adresse. Je peux louer un nom de domaine, chaise.fr, et décider que cette chaise, ce sera la chaise, chaise.fr/123. Et voilà, je lui ai donné une adresse. Et à partir de ce moment-là, elle a une adresse sur le web et je vais pouvoir en parler sur le web. Et vous voyez qu'on a changé, puisqu'avant, on me donnait des adresses à des choses qui étaient sur le web. Maintenant, on se dit, je donne des adresses à tout. À mon chat, à ma grand-mère, à ma voiture, tout. Et à partir de ce moment-là, je peux en parler sur le web, même si ces ressources, ces objets, ne sont pas sur le web. Donc si j'ai envie d'identifier un zèbre sur le web, il n'y a pas de problème. Je lui donne un numéro, il y est, et je le récupère. Du moins, je vais récupérer des données sur lui. Donc si je reviens à mon petit exemple de tout à l'heure, où j'avais un document qui avait pour thème la musique et qui avait pour auteur Fabien, et bien maintenant, la petite transformation que je vais faire, c'est que ces données, je ne vais pas les écrire en français ou en anglais, mais pour chacun des morceaux des données, je vais donner une adresse web. Donc je vais donner une adresse web au document, je vais donner une adresse web à Fabien, et Dieu merci, Fabien ne passe pas à travers le web. Et je vais même donner une adresse web au lien, au type de lien qui est entre document et Fabien. Et ça permet quoi ? Ça permet déjà, si quelqu'un veut indiquer un nouvel auteur, par exemple si quelqu'un veut dire que Victor Hugo est l'auteur de Notre-Dame, il peut récupérer cette adresse-là afin d'indiquer que le lien qui est entre ce document et Fabien est du même type que le lien qui est entre Victor Hugo et Notre-Dame. Donc là, on est en plein dans le web de données, et on va passer un cran plus loin pour aller dans le web sémantique. C'est-à-dire que je vais aussi utiliser ces adresses pour expliquer le sens, ou du moins une partie du sens qui est derrière, et simuler des raisonnements. Par exemple, je vais dire que cette adresse qui représente la musique est un sous-type de cette adresse qui représente les arts. Alors ça sert à quoi de faire ça ? Ça sert à faire en sorte que, par exemple, si quelqu'un tape dans un moteur de recherche « je cherche tous les documents qui parlent des arts », eh bien, je vais pouvoir faire l'inférence, le raisonnement qui dit « la musique est un art, donc un document qui parle de la musique est un document qui parle des arts, donc je peux le ramener en réponse à la question ». Donc, je donne des adresses à tout. Le modèle RDF implémente au cœur ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, personne ne peut vous empêcher de rajouter des petits morceaux d'information, des petits triplets comme ça sur le web. Dès que quelque chose a une adresse, tout le monde peut en parler. À partir du moment où j'ai une adresse, je ne peux pas empêcher quelqu'un de mettre un triplet sur moi, même s'il est désobligeant. Et je peux commencer à augmenter le vocabulaire qui est utilisé, de façon à ce que les machines simulent l'intelligence. Par exemple, je peux aussi dire qu'un auteur, c'est une forme de créateur.
Il y a d'autres formes de créateurs, par exemple, il y a les sculpteurs. Mais du coup, si je cherche tous les créateurs de livres, je vais retrouver les auteurs, même si je n'ai pas utilisé le bon mot. Et puis, je peux continuer comme ça à monter en abstraction. Je peux dire que les contributeurs, c'est une super classe de créateurs. Donc, si je cherche tous les contributeurs à un livre, je retrouve aussi les auteurs, etc., etc. Et je peux monter très loin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Parce qu'en plus d'avoir mis un modèle de données à l'échelle mondiale pour échanger les données, je commence à expliquer le sens de façon à ce que la machine raisonne dessus et trouve plus de résultats. Donc j'arrête avec la partie abstraite et je vous montre le résultat. Là, j'entends qu'ils font ouf. Cette technique, elle est utilisée de façon massive depuis le milieu des années 2000. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le nuage des données liées. Chaque petite bulle dans ce nuage représente une base de données qui est publiée sur le web et reliée aux autres. La bulle qui est centrale ici, à elle seule, contient 400 millions de petits triplets. Et en fait, c'est toutes les données qui peuvent être extraites de Wikipédia. Donc ça inclut la date de naissance de Victor Hugo ou les coordonnées GPS de la grotte de Lascaux. Pêle-mêle. Et vous voyez ici la courbe du nombre de jeux de données qui sont publiés. Et à chaque fois qu'il y a un lien entre ces bases, ça veut dire que les données d'une base sont reliées aux données d'une autre base. Et donc les machines peuvent naviguer entre ces données, tout comme nous naviguons entre les pages. Et comme en plus il y a de la sémantique, elles peuvent raisonner dessus. Donc on se dote d'un moyen de relier entre eux et de raisonner sur des données à l'échelle mondiale. Alors je vais essayer de vous illustrer ça à travers quelques applications. Là, c'est une application où je me connecte justement à DBpedia, cette base de données de Wikipédia, et je fais une petite requête, un petit code, qui permet de demander toutes les capitales d'Europe avec leurs noms en anglais et en japonais. Et le site me répond directement avec toute la liste. Et ce ne sont pas des pages qu'il me donne, ce sont des données. Je peux les charger directement dans mes logiciels, dans ma feuille Excel, dans ma base de données, si je suis une entreprise. Si je suis une entreprise qui fait de la réservation de billets, plutôt que de rentrer à la main ma liste de villes, je peux maintenant la récupérer sur le web et l'intégrer directement dans mon application. Sachant que pour les événements majeurs, ça prend environ 7 minutes à Wikipédia pour être à jour. Ça vous donne une idée de la puissance que vous pouvez avoir si vous êtes capable de récupérer ces données juste derrière, en temps de réactivité. Alors, il y en a qui le font déjà. J'entends souvent la question, oui, c'est de la science-fiction. Non, non, non. La BBC, depuis 2008, quand vous allez sur le site web de la BBC, vous êtes sur le web sémantique. Évidemment, on ne vous met pas les requêtes comme ça à l'écran, mais derrière, c'est ce qui se passe. Si je vais notamment dans la partie documentaire animalier, wildlife, si vous regardez, le site est extrêmement bien fait, puisque pour tous les documentaires et pour tous les animaux, il y a une catégorisation. On sait quels sont les animaux qui sont dans les poissons, dans les amphibiens, etc. Donc si je vais dans les poissons, par exemple, vous avez les cartilagineux, et dans les poissons cartilagineux, vous allez avoir le grand blanc, par exemple. Donc pour faire ça à la BBC, il y a deux possibilités. Soit vous payez un type à temps plein pour catégoriser et maintenir la catégorie, soit vous faites comme la BBC, et depuis 2008, leur site web est entièrement structuré et augmenté par des requêtes en temps réel au web de données. Toute la catégorisation et les liens qui sont dans leur site web sont en fait le résultat de requêtes au web de données, notamment à Wikipédia. Ce que je viens de dire, c'est que la BBC a externalisé la structuration de son site web au web, aux bénévoles du web. Et puis, on peut aller plus loin. Là, je vous montre un résultat qu'on a dans notre équipe. Alors, on ne part pas en courant. Ceci est une requête, encore une fois. Alors, celle-là est plus grosse. Pour cause, elle est plus compliquée. C'est une requête qu'on a écrite dans l'équipe et qui demande au web de données de trouver tous les lieux de la planète qui contiennent plus de 500 000 habitants. Oui, 500 000 habitants. Donc, on cherche, grosso modo, les agglomérations les plus peuplées. Et on veut en plus récupérer leur latitude, leur longitude et la langue qui est parlée. Et le résultat de cette requête, c'est de créer un réseau, un graphe, dans lequel on visualise les liens linguistiques entre les zones les plus peuplées de la planète. Donc si j'exécute cette requête, au moment où je l'exécute, il n'y a pas de données sur ma machine. Mais ma machine va sur le web et récupère ces données.
Donc là, j'ai les 10 000 premiers résultats qui commencent à s'afficher. Alors là, ce n'est pas très lisible, mais vous allez voir, je vais commencer à les mettre en page. Et si je prends en compte la latitude et la longitude, vous commencez à voir apparaître l'Amérique du Sud et ses liens avec l'Espagne. Je rappelle, il y a 2 minutes, il n'y avait pas de données sur ma machine. Et une fois que j'ai ça, puisque j'ai mon graphe, mon réseau linguistique, et que j'ai les coordonnées, je peux les projeter sur la map monde et commencer en temps réel à regarder les liens linguistiques sur la map monde. Et ce que j'ai fait là pour les langues, je peux le faire pour la musique. C'est la même requête dans laquelle j'ai demandé quels étaient les liens d'influence entre les différents types de musique. Pour les philosophes, quels sont les philosophes qui citent quel autre philosophe, ou pour les langages de programmation. Même requête. J'ai juste changé la catégorie que je voulais. Donc vous imaginez par exemple le rapport qui vient d'être changé dans plein de disciplines dans lesquelles récupérer des données, faire un état de l'art ou une bibliographie peut prendre des mois parfois avant d'avoir ces données pour construire ce genre de réseau. Et puis on peut même proposer bien sûr, au-dessus de ça, des nouveaux services, voire par exemple des nouveaux moteurs de recherche. Là vous avez un moteur qui a été construit à Paris, en France, qui s'appelle discoveryhub.co, qui est en ligne, ouvert à tout le monde, vous pouvez y aller, et qui vous propose de faire des recherches sur le web, mais cette fois-ci, pas en utilisant des recherches à base de texte et de PageRank de Google, pas en utilisant des systèmes de recommandation qui étudient ce que les autres utilisateurs aiment, mais en analysant les données du web, de données, pour vous faire des suggestions. Alors là, la personne a cherché sur Daft Punk, et automatiquement, le système a détecté que, comme c'était une question autour de Daft Punk, les catégories intéressantes, ça pouvait être album, groupe de musique. Et il recommande, par exemple, d'aller regarder Radiohead. Okay. Alors, parce que c'est Radiohead, on peut trouver aussi en ligne automatiquement d'autres ressources qui sont des vidéos. Et comme on sait que c'est du type vidéo, que c'est dans la catégorie vidéo, on peut intégrer automatiquement quelque chose qui permet de visualiser ces vidéos. Bien maintenant, la personne qui regarde ça peut se dire « Mais pourquoi on me suggère d'aller voir Radiohead à partir de Daft Punk ?» Donc l'intérêt d'avoir accès aux données, c'est que le système peut s'expliquer, il peut se justifier. Donc là, je vais lui dire, vas-y, explique. Et donc il va m'extraire tous les liens qu'il trouve entre... ah pardon, c'est pas Daft Punk, c'est Floyd. C'est Pink Floyd. Autant pour moi. Pink Floyd et Radiohead. Il va aussi extraire, par exemple, les passages dans Wikipédia dans lesquels on parle des deux. Et puis si vous n'avez vraiment pas le temps, il est capable de générer pour vous un texte à la volée, un texte qui n'existe pas sur le web et qui résume ce qu'il a trouvé en commun. Ce texte n'existe pas sur le web, il a été créé pour vous, à votre demande, pour expliquer qu'est-ce que ces ressources avaient en commun. Et ça n'est possible que parce que la machine a accès directement aux données et peut raisonner dessus. Et l'idée vraiment que je suis en train d'essayer de vous faire passer, c'est que il ne faut pas se limiter aux usages qu'on peut prévoir. L'intérêt d'ouvrir les données, de les mettre à disposition, c'est de permettre des usages, y compris ceux que l'on n'avait pas prévus. Par exemple, moi, je n'avais absolument pas prévu que l'industrie du jeu soit l'une des premières industries à s'y intéresser à ces données. Par exemple, Ubisoft a sorti un jeu qui s'appelle Watch Dogs, We Are Data, dans lequel, pour augmenter encore plus le réalisme du jeu, ils ont récupéré les données en ligne des villes, de façon, par exemple, à positionner un kiosque de presse exactement à l'endroit où il existe vraiment. Donc, au-delà du réalisme graphique, ils sont capables de vous plonger dans votre propre ville en réutilisant les données que le web leur a fournies sur la ville en elle-même. Donc, résumons-nous, on est parti d'un réseau de pages, on est allé vers un réseau de documents structurés en général, et maintenant, on est en train d'aller vers un réseau de bases de données publiées et reliées ensemble à l'échelle de la planète. Avec en plus la capacité à comprendre tout ou partie du sens de ces données pour raisonner dessus. La prochaine facette qui va m'intéresser, c'est de vous montrer qu'on va encore plus loin et qu'à côté de ça, ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est de relier entre eux des programmes qui commencent à s'appeler plus ou moins automatiquement entre eux. Alors, publier des programmes et les appeler sur le web, ça existe depuis le début du web. C'était nécessaire même pour l'un des premiers outils sur le web, qui s'appelle le moteur de recherche, ou l'annuaire. Quand vous allez sur un moteur de recherche ou un annuaire, la page de résultats qui vous est donnée,
n'existait pas avant que vous fassiez la requête. Elle a été calculée pour vous. Donc ça ne pouvait pas être un document que quelqu'un avait écrit, il faut que, quelque part, quelque chose crée ce document avant de vous le donner. Pour faire ça, dès le début du web, on a mis en place quelque chose qui s'appelait les CGI, Common Gateway Interface, qui permettait à un serveur web, pour certaines pages, d'appeler d'autres programmes pour calculer la page à la volée. Donc typiquement, un moteur de recherche va appeler un programme qui va chercher les résultats et va créer la page de résultats pour la donner. Alors ça, jusque-là, c'est classique, c'est simple et c'est très visible, vous le voyez tout le temps. Ce qui va changer très rapidement dès le début des années 2000, c'est qu'à côté du fait que les humains se connectent et vont regarder ces résultats, des programmes vont commencer à faire la même chose. C'est-à-dire des programmes vont passer par le web pour appeler d'autres programmes. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le web devient un espace de discussion des programmes entre eux, à la vitesse des programmes. Alors pour faire ça, les programmes ont un gros problème que nous, humains, on a aussi de temps en temps. C'est un problème qu'en sciences cognitives, on pourrait appeler un problème d'affordance. L'affordance, c'est la capacité qu'un objet a, par la perception que vous en avez, à vous dire comment vous allez pouvoir l'utiliser. Un couteau a une excellente affordance. Par contre, cet objet a une très mauvaise affordance, c'est pour ça que je l'ai choisi. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, probablement, ni à quoi il va servir. Alors ceci est un Oveto, c'est-à-dire une poubelle de recyclage. Et ce que vous avez ressenti en face de l'Oveto, si les programmes pouvaient ressentir quelque chose, c'est ce qu'ils ressentiraient quand ils rencontrent un autre programme sur le web. C'est-à-dire quand un programme découvre un autre programme sur le web, il n'a aucune idée de ce qu'il peut attendre de cet autre programme. Et donc il a fallu simuler cette capacité-là, qu'un programme a, de comprendre ce qu'il peut attendre d'un autre programme pour savoir s'ils ont intérêt à travailler ensemble. Ça a donné lieu à une architecture qu'on appelle l'architecture des services web, une architecture en triangle, dans laquelle un programme qui se balade sur le web, qui est connecté au web, va pouvoir se connecter à un autre programme qui est un annuaire, rechercher dans l'annuaire tous les autres programmes pour trouver celui dont il a besoin. Donc, par exemple, vous êtes dans Word, vous voulez insérer une image à partir du web, Word peut se connecter au web, trouver un moteur de recherche d'images pour insérer l'image dans votre document. Et une fois qu'il a trouvé un service intéressant, il se connecte à ce service pour l'appeler et récupérer l'image. Et comment on fait ça? Eh bien, en mélangeant cette capacité qu'on a à mettre des programmes sur le web avec la capacité de web sémantique qu'on a à annoter les ressources pour dire des choses à propos d'elles. Donc, par exemple, si je prends mon annuaire, imaginez que ceci est un service web. Donc, pour l'instant, affordance nulle. Si maintenant, je mets des données sur ce service et je dis, il prend ça en entrée et il sort ça en sortie. Ah, je dis, d'accord, il y a des choses que je peux faire le matin avec lui, notamment, etc. Et puis, je peux faire des catégories. Je peux dire que ce service-là est un sous-type d'un autre service. Par exemple, je peux dire que ça, c'est un sous-type de ça, et que ça aussi, c'est un sous-type de ça. Ça sert à quoi? Le jour où lui est en panne, je peux le remplacer par lui, automatiquement. Parce qu'ils sont dans la même catégorie. Donc, ce presse-agrumes-là, le jour où il est en panne, je peux le remplacer par ce presse-agrumes-là. Parce que je sais qu'ils font le même service. Et ça, automatiquement. Donc pour faire ça, là encore, on s'est doté d'énormément de standards pour décrire tous les aspects que l'on peut décrire à propos des programmes qui sont sur le web. Qu'est-ce qu'ils prennent en entrée? Qu'est-ce qu'ils prennent en sortie? Comment on communique avec eux? Est-ce qu'on peut les composer? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire des nouveaux programmes qui composent tous les petits bouts de programmes que j'ai trouvés sur le web et qui sont encore plus puissants? Quelle est leur politique? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'ils sont cryptés? Ça, c'est particulièrement intéressant. Si vous connectez à un programme qui est à votre banque, vous avez peut-être envie d'être sûr que les échanges que vous allez avoir avec elle sont cryptés, sont sécurisés. Quelle est la santé de ce programme? Est-ce qu'il est toujours en panne ou est-ce qu'au contraire il est toujours disponible? Est-ce que je peux lui faire confiance? Etc., etc. Et donc toutes ces informations permettent aux programmes de se reconnaître entre eux et de décider de travailler entre eux ou pas, automatiquement. Alors la preuve, en 2005 déjà, on avait construit à l'INRIA ce petit moteur de recherche dans lequel je demande ici si on peut me trouver un programme qui prend en entrée le nom d'un employé
et qui donne en sortie le nom de l'assistante. Alors le résultat du système, que je vais vous décrypter, c'est que non, ça n'existe pas. Sur l'annuaire de l'INRIA, il n'y avait pas de système qui permettait de prendre en entrée le nom d'une personne et de donner en sortie le nom de l'assistant. Mais ce que le moteur me dit, c'est qu'il existe 2 programmes qui, si je les compose entre eux, me rendent ce service. Donc il suggère de programmer un nouveau système qui les compose. Le premier, c'est un service auquel vous donnez le nom d'une personne, il vous donne le numéro de téléphone de l'assistant. Le deuxième, c'est un annuaire inversé. Vous donnez un numéro, il donne le nom. Quand vous les mettez bout à bout, vous avez gagné. Et donc ce que le système vient de faire, c'est de suggérer automatiquement la programmation très simple d'un autre programme. Alors, vous l'avez remarqué, à chaque fois que je vous parle d'une évolution, j'essaye de souligner certains problèmes qu'on a derrière. Le premier problème, c'est qu'on pourrait l'appeler le bug de l'an 2020. Et pour ça, je vais réutiliser la définition du bug qui est donnée par Gérard Berry, qui donne une excellente définition du bug, puisque c'était un chercheur en validation de programme. Et il dit ceci. Imaginez que vous êtes à Manhattan, dans un hôtel ici. Vous descendez à l'entrée de l'hôtel et vous demandez comment aller à Central Park. Et donc, la personne qui tient l'hôtel vous dit, c'est très simple. Pour aller à Central Park, il vous donne un algorithme, straight, straight, right, straight. Donc, il vous dit, vous allez tout droit, vous tournez à droite, vous allez tout droit, tout droit. C'est un algorithme pour aller à Central Park. C'est une méthode pour résoudre votre problème. Bon, alors, en recopiant, vous faites une erreur. C'est un bug. Mais alors la beauté en plus de ce bug, c'est qu'il vous emmène dans un autre parc. Donc si vous ne connaissez pas Central Park, vous débarquez, vous prenez photo, vous remontez, vous n'avez pas vu Central Park. Ça c'est vicieux et c'est le bug le plus difficile. Alors ça, on connaît ça en informatique, on a plein de problèmes, plein de recherches qui sont faites là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que maintenant, chacune de ces étapes-là peut se dérouler, s'exécuter sur un serveur différent sur le web. Puisque je suis en train de composer des bouts de programme qui sont partout sur le web. Et donc vous imaginez la complexité qu'il y aura à traquer les bugs, à s'assurer que vous avez le bon résultat, que s'il y a un bug, de savoir d'où il vient, de le corriger, etc., parce que peut-être que vous n'avez pas la main sur le bout de programme, etc. Donc la composition qu'on est en train de mettre en place est extrêmement compliquée. Donc là, il y a plein de problèmes de recherche. La deuxième chose, c'est que, au-delà de la complexité en termes de taille et de géographie, on va dire, il y a celle du temps. 1 seconde, c'est à peu près le temps entre chacun de mes battements de cœur. 1 demi-seconde, c'est à peu près le temps entre chacun d'un double clic à la souris, quand on est en forme. 24 par seconde, c'est le nombre d'images classiques dans un film. 500 000 par seconde, c'est le nombre de décisions classiques d'un algorithme de flash trading en bourse. Alors l'indice, la barre, là, c'est en dessous de la perception humaine. À partir de là, je ne vois plus les différentes étapes. Non. Donc quand ça va mal 500 000 fois par seconde. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, hein, c'est qu'on a intérêt à débugger, parce que non seulement on est en train de coupler à l'échelle mondiale tous ces systèmes-là, mais en plus, eux, ils vont très vite. Alors, des fois, les gens me disent oui, bon, c'est gentil, mais c'est encore de la science-fiction, parce qu'on n'a pas encore couplé tant que ça les humains et les machines et les programmes sur le web. Les humains naviguent sur une certaine partie du web, les machines ailleurs. Ah bon ? Alors voilà les 50 premiers éditeurs de Wikipédia, ici, triés par ordre de contribution. Donc ça, c'est le plus grand contributeur. Alors contribution, ça peut être j'ai changé une virgule. Et voilà ce qui reste quand je garde que les humains. Ah, et les autres sont des robots. Donc Wikipédia est créé collaborativement par des humains et des robots. Et donc c'est bien un espace dans lequel on a commencé à coupler massivement beaucoup d'humains et beaucoup de robots. Facebook, dont je parlerai tout à l'heure, est un espace dans lequel on couple des algorithmes et des humains à très très grande échelle.
D'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà commencce à alerter. Une présentation que j'aime beaucoup, c'est celle de Eli Pariser à TED, qui a écrit un bouquin et qui a parlé de ce qu'on appelle filter bubble, la bulle de filtrage, notamment à propos de Facebook. Et ce qu'il explique, c'est que, voilà, imaginez, vous êtes sur le web, vous êtes sur plein de réseaux, plein de listes de diffusion, vous avez accès à plein d'informations, et on met de plus en plus en place autour de vous des algorithmes qui permettent d'apprendre vos préférences pour mieux vous aider à filtrer, mieux vous aider à vous diriger dans cette masse d'informations. Donc on met entre vous et le monde sur le web des barrières qui permettent de filtrer, de vous recommander, et de ne laisser passer que certaines choses ou de les remonter pour vous. Mais le risque, c'est celui-là. Donc, très distribué, très rapide, massivement couplé, et parfois, comme pour Central Park, on ne s'en rend plus compte. On ne voit plus ce à quoi on n'a plus accès. Alors la protection sur le web, c'est quelque chose aussi qui est très ancien. En fait, c'est même l'une des premières recommandations W3C qui s'appelle PIX, et elle a été faite extrêmement rapidement parce qu'en en fait, elle répondait à une demande du Congrès américain qui a failli coûter la vie au web. Puisqu'à l'époque, 95, 96, 97, il y avait un gros débat là-bas sur le fait que le web était très dangereux, notamment pour les enfants. Et donc, il y avait même un certain nombre de politiques qui pensaient qu'il fallait interdire le web pour protéger nos enfants. Donc au W3C, ça a été la mobilisation pour proposer quelque chose. Alors le résultat de ce standard, PIX, vous le connaissez pour certains d'entre vous probablement déjà, puisque c'est ce qui permet de passer un navigateur en mode parental. Le mode parental permettant de s'assurer que, grosso modo, votre enfant ne voit que Disney. Et qu'on a filtré un certain nombre d'autres sites. Comment il fonctionne ? Eh bien, dans la page web, dans le code de la page web, on ne va pas le lire ensemble, hein, mais il y a un petit passage là en rouge qu'on rajoute, une petite étiquette qui donne des notes en termes de violence, vulgarité, sexualité, etc. pour la page. Et dès que la page arrive dans le navigateur, avant de l'afficher, la première chose qu'il fait, c'est de vérifier les préférences que vous avez rentrées avec les notes. Et si les préférences ne sont pas respectées, il n'affiche pas la page. Et donc c'est ce qui nous a permis de sauver le web. Je vais mentionner un autre standard, parce que je vais vous montrer qu'on peut faire des choses techniquement très très belles qui ne marchent absolument pas. Et c'est très important, notamment pour ma conclusion. Cet autre standard, c'est P3P, Platform Privacy Preferences. Ce standard est très très bien, il date de 2002 et il répond à un problème dont on discute encore maintenant. Ce problème est le suivant, l'utilisateur accepte certaines choses ou refuse certaines choses d'un site web. Par exemple, il refuse que le site web garde tous les clics qu'il a fait sur le site web. Il met ça dans ses préférences. Le site web met sur son serveur un fichier qui explique ce qu'il fait, et à chaque fois que vous allez sur un serveur, on vérifie que vos préférences sont respectées. Et si par exemple vous avez dit que vous ne voulez pas que les gens mémorisent votre navigation, si un site web comme Yahoo le fait, quand vous arrivez dessus, votre navigateur vous dit, ça s'appelait Privacy Bird, il siffle et vous dit attention, le site sur lequel tu arrives ne respecte pas telle de tes préférences, est-ce que tu veux continuer ou pas ? Alors ça marche, en technique, ça marche, ça existe depuis 2002, ça n'a jamais été utilisé. Pourquoi ? Parce que ça marche très bien techniquement, les utilisateurs sont tout à fait prêts à rentrer leurs préférences, mais il n'y a aucune raison pour que Yahoo mette le fichier. Ils n'ont aucun intérêt à le faire, donc ils ne le font pas. Donc ça ne marche pas. Donc on voit très bien aussi arriver la question sur laquelle je conclurai, qui est qu'il ne faut pas chercher à tous nos problèmes complexes uniquement des réponses techniques. Alors j'ai parlé de XML tout à l'heure, juste pour vous dire que pour tout ce que j'ai dit sur XML, il y a eu toute une batterie de standards qui ont été faits qui permettent aussi de sécuriser tous les échanges des données, de les crypter, de les signer, de s'assurer que personne ne les modifie à votre insu lorsqu'elles sont communiquées, etc. Donc pour tous les standards XML dont j'ai parlé tout à l'heure, on va se doter aussi de moyens de sécurisation de ces échanges de données structurés.
L'aspect sécurité, il est extrêmement important parce qu'en plus, maintenant, on est dotés tous de smartphones avec des applications mobiles. Beaucoup de ces applications sont maintenant d'ailleurs des applications hybrides, voire même complètement applications web. Or, ces applications récupèrent énormément d'informations. Là, j'ai mis un Tetris à l'écran. Alors, bon, moi, c'est un jeu là, de blocs. Donc, je vais dire que j'étais en train de l'installer pour mon papa, pour ne pas avoir honte. Et par contre, dans ma scolarité d'informaticien, j'en ai programmé plusieurs, des Tetris dans plusieurs langages. Mais par contre, je ne sais pas vous, mais j'ai jamais eu besoin d'un GPS pour programmer Tetris. Jamais. Or, ce Tetris-là, pour s'installer sur mon téléphone, il demande accès à mon GPS. Il est même plus fort que ça, c'est-à-dire que j'ai désactivé mon GPS, il le réactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Tetris n'est pas gratuit, simplement il ne se paye pas en euros. Il se paye en données personnelles. C'est un Tetris qui dit « Fabien est en train d'attendre dans la salle d'attente de tel médecin. Il est dans telle gare. Il fait ses courses dans tel magasin. » etc. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Alors, je vais vous demander un effort physique. Alors, étirez-vous, parce que ça fait quand même 45 minutes que je parle, donc pas de claquage. Levez la main si vous avez un compte sur Gmail, Facebook ou Twitter. Ou, j'ai mis un ou. Alors, levez la main si vous avez un compte sur l'une de ces plateformes. Donc, c'est là où l'effort physique reste. Laissez la main en l'air. Voilà. Et vous la gardez en l'air si et seulement si, avant d'ouvrir et d'utiliser votre compte, vous avez lu toutes les conditions, toutes, et suivi tous les liens, d'accord? Attention, parce que j'ai un moyen de détecter si vous m'avez menti ou pas. Voilà, on est bien d'accord. Alors pourquoi c'est ridicule, en fait? Il y a un avocat qui a défendu quelqu'un en cours qui était attaqué par une boîte, qui attaquait une boîte et la boîte lui disait « mais t'avais qu'à lire les conditions ». Et l'argument qu'il a utilisé, j'ai trouvé excellent. En fait, il a placé sur une ligne, en termes de nombre de mots, les conditions et un certain nombre d'ouvrages que nous connaissons ensemble bien. Donc là, il y a Facebook, qui est juste derrière Le Petit Prince, puis il y a Macbeth, puis il y a les conditions de iTunes, puis il y a Hamlet, et il y a PayPal. Et donc, l'argument qui lui a valu la victoire, ça a été de dire on ne peut pas demander à quelqu'un de lire Hamlet, et Dieu sait qu'Hamlet est plus facile à lire qu'un contrat légal, avant de cliquer une case en disant oui, j'ai bien lu. Ça n'est pas possible. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, il y a encore des initiatives qui essayent d'améliorer ça. C'est d'autant plus important que ça s'est vraiment développé. Là, je vous montre ce qui se passe avec Collusion, un petit plugin que j'ai mis qui s'appelle Lightbeam maintenant, que j'ai mis dans mon navigateur, et qui regarde, pendant que je navigue sur des pages web, il regarde en permanence derrière tous les sites qui sont informés de ma navigation. Donc là, je suis allé sur Le Monde. Je n'ai pas cliqué, je suis juste allé lire Le Monde. Si je regarde derrière, ici, vous avez Le Monde, et ici, dans les petits triangles, vous avez tous les autres sites web que le site du Monde a mis au courant du fait que j'étais sur la page. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aller sur Télérama. Donc ils sont liés, Le Monde et Télérama. C'est facile, je fais un clic. Je retourne voir où j'en suis. Vous remarquez, hein, j'ai même pas cliqué sur les sites web, je suis juste allé. Donc voilà Le Monde, voilà Télérama, voilà tous les sniffers de Télérama, donc tous les autres sites. Et puis alors là, ce qu'on voit apparaître, ce qui est intéressant, ce sont les sites qui sont en commun entre les deux, donc qui sont au courant que je suis passé du Monde à Télérama. En plus. Alors vous pouvez me dire, oui, c'est Le Monde et Télérama, donc je vais aller sur Le Figaro, pour être sûr. Et là, je vous montre, pendant que la page se charge, Le Figaro est ici, Le Monde est ici. Vous voyez que déjà, il y a des sites en commun entre Le Monde et Le Figaro. Et puis vont apparaître petit à petit tous les sites qu'il y a en commun entre Le Monde, Le Figaro et Télérama. Et donc, ils sont au courant de toute ma navigation. Et ça, c'est la même chose que le contrat de tout à l'heure ou le GPS. La plupart des gens ne le savent même pas. Donc, ce qui rapporte un point très important, c'est que c'est une chose de pouvoir faire des choses techniquement, c'en est une autre de pouvoir s'assurer que les utilisateurs en sont conscients et puissent les utiliser. Donc, ça pose vraiment des problèmes ergonomiques et technologiques. Il y a une initiative qui essaye, encore une fois,
de faire des choses qui s'appelle Do Not Track, qui est une modification du protocole HTTP qui permet à votre navigateur de dire à tout moment, pour cet appel-là, tu n'as pas le droit de traquer mon utilisateur. Donc techniquement, rebelote, c'est quelque chose de très beau, ça marche très bien. Mais là où ça coince, c'est que tant qu'on n'aura pas des volontés politiques et un cadre légal, par exemple, pour obliger les gens ou vérifier les choses, il n'y a pas de raison pour que ce soit, par exemple, implémenté au niveau des serveurs de Facebook, du Monde, etc. Bien, le temps tourne. Donc, si je me résume, on a eu un réseau de pages. On est passé à un réseau de documents structurés, puis à un graphe de données mondiales. Et là, je viens de mélanger entre eux, carrément, sur le web, des programmes et commencer à les composer entre eux pour créer un espèce d'hyperprogramme. Je vais parler d'une facette qui est très rapide, que vous connaissez beaucoup, qui est la facette sociale. Historiquement, l'aspect social, et notamment les réseaux sociaux, est très lié à la réouverture en écriture du web. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début? Le premier navigateur nous permettait d'écrire ou de modifier n'importe quelle page. Et puis après, on a perdu cette capacité. En fait, en 1994, il y a quelqu'un qui s'appelle Ward Cunningham qui va inventer quelque chose qui s'appelle les wikis. Ça s'appelle les wikis parce qu'il a inventé dans l'avion en allant à Hawaï et il cherchait un nom pour cette méthode extrêmement rapide et facile pour modifier les pages. Et quand il est arrivé à l'aéroport de Hawaï, il a pris le bus qui va de l'aéroport à la ville. Et en hawaïen, l'express, ça se dit wiki-wiki. Et voilà, on avait les wikis. Et donc, il venait au passage de réouvrir le web en écriture. Ce qu'on n'a pas perçu tout de suite et qu'on va percevoir à partir de la fin des années 90, c'est qu'en réouvrant le web en écriture, il va permettre aussi, non seulement à n'importe qui de modifier la page, mais aussi à n'importe qui d'interagir avec n'importe qui sur cette page. Et donc de recréer de la socialité dans les pages. Et on va se rendre compte, en regardant les logs des serveurs des wikis, qu'on est capable de voir des réseaux sociaux se mettre en place. Qui échange avec qui modifie les pages avec qui. Alors on le voit bien, si je regarde par exemple dans Google la distribution temporelle des mots-clés réseaux sociaux, on voit bien ce qui se passe au milieu des années 90. Réouverture du web en écriture, et pouf, explosion. C'est un phénomène qui est extrêmement important parce que voilà, la Chine, c'est 1,6 milliard de personnes. L'Inde, c'est 1,2. Si Facebook était un pays, ce serait le 3e. Donc quand ils changent quelque chose, ils impactent l'équivalent du 3e pays. Puis il y a de la marge, hein, parce que... Et je vais être obligé de changer ce transparent dans pas longtemps. En plus, le mouvement est celui d'une expansion. Voilà l'évolution des réseaux sociaux depuis 2009 jusqu'en 2012. Vous avez la liste des grands réseaux sociaux, vous voyez qu'elle réduit, et puis vous avez un réseau, Facebook, qui prend une certaine ampleur. Donc c'est des domaines dans lesquels, en général, on dit, comme disent les Américains, « the winner takes it all », donc en fait, in fine, il récupère toutes les parts. En plus, eux, ils ont aussi déjà pris le virage du web sémantique. C'est-à-dire que les interactions sociales qu'ils ont avec les gens, ils les font à travers des données qui sont structurées et qu'ils récupèrent de façon à pouvoir les garder et raisonner dessus en temps réel. Par exemple, ici, si je vais sur le site... Alors, hop, je vais le repasser pour ceux qui ont loupé la vidéo. Si je vais sur le site de IMDb, qui est un site de film, et que je veux dire, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que j'aime le film The Rock, je clique sur le bouton I like. D'accord ? Comment ça se passe, ça? Comment le système va déduire que j'aime ce film-là? Eh bien, derrière, dans la page, il y a des données, du web de données, qui disent que cette page parle d'un objet du type film, qui a pour titre The Rock. Et du coup, quand j'appuie sur ce petit bouton, derrière ce petit bouton, il y a un petit programme qui récupère ces données et qui prépare un message à Facebook en disant « Fabien aime le film The Rock », quelle que soit la page dans laquelle était le bouton. Informatiquement, c'est génial, hein, parce que Facebook ne paye aucune facture, les données sont dans la page de IMDb, le programme est exécuté dans votre navigateur, eux, ils récupèrent juste la connaissance. C'est imbattable d'un point de vue architecture informatique. Alors bon, je tape sur Facebook, mais le +1 de Google, le InShare de LinkedIn, tout ça, c'est la même chose.
Pourquoi ces données sont importantes? Parce qu'on peut faire beaucoup de calculs dessus et des calculs très puissants. Voilà un petit réseau social qui représente un club de karaté dans lequel il y a eu un clash entre les deux profs. Alors on voit bien, hein, il y a deux parties maintenant dans le réseau social. Et alors là-dessus, il y a plein de formules, notamment des formules de maths qu'on peut balader. Alors attention, je ne vais pas parler maths, je vais juste vous montrer qu'il y a deux formules. Si je les calcule là-dessus, elles vont me donner deux résultats différents. La première, en bleu, va me trouver les gens qui sont à la frontière. Donc typiquement, c'est les gens avec lesquels il faut interagir si vous voulez séparer ou couper la communication dans des groupes. Et la deuxième vous donne aussi les trucs en rouge, c'est-à-dire quels sont les gourous dans chaque club, partie du club. Donc là, c'est un exemple humoristique sur un graphe de réseau de club de karaté. Mais si vous regardez, par exemple, ici, vous avez toutes les données de la révolution égyptienne vues en temps réel sur Twitter. Vous avez ici les nuages d'évaporation d'activité de Facebook dans le monde. Vous avez ici les liens entre les blogueurs, les échanges entre les blogueurs pendant la campagne d'Obama. Et puis là, vous avez une visualisation d'un réseau social autour d'une personne sur Facebook. Toutes ces données-là peuvent passer dans les mêmes moulinettes que je vous ai données et donner des informations sur la structure du réseau, les gens à qui il faut envoyer un message, on veut que le message parte le plus rapidement dans le réseau, etc. C'est extrêmement important et c'est extrêmement utilisé parce qu'il y a une valeur économique derrière. Ici, vous avez ce qu'on appelle le triangle d'or de Google, dans lequel vous voyez la première page de recherche de Google et on regarde ce qu'on appelle une carte de chaleur, c'est-à-dire où est-ce que les gens regardent le plus souvent sur cette page. Et vous voyez qu'en fait, les gens regardent les 3 premiers résultats, en général, ils ne regardent jamais la suite. C'est pour ça que ça coûte très cher d'être dans les 3 premiers résultats de Google. Votre attention est devenue une valeur pour laquelle on va se battre, pour essayer de faire en sorte que vous regardiez le message qu'on veut vous faire regarder et non pas un autre. Ça a même des influences particulières. Vous avez Bernard Stiegler qui est mentionné, Kaplan par exemple, hein, le professeur Kaplan de l'EPFL, pour ses travaux sur l'histoire numérique. Il a aussi, Kaplan, travaillé sur suggérer que tous ces algorithmes, toutes ces approches sont en train de modifier notre langue. Par exemple, ici, vous le savez, vous pouvez acheter des mots chez Google. Vous pouvez acheter des mots. Mais du coup, comme il y a des mots qui deviennent chers, il y a des gens qui ne peuvent plus s'offrir ce mot. Donc ils se mettent à utiliser un autre mot à la place. Ce qui fait que ça a une influence sur notre propre utilisation du langage. On a un capitalisme linguistique qui modifie notre langue. Il y a aussi des choses évidentes qu'il faut rappeler de temps en temps. Ces questions qu'on pose à Google, si n'importe qui a été adolescent sait très bien que quand on posait une question à notre mère, on faisait attention à la façon dont on la formulait. Parce qu'elle disait des choses sur nous, la question. Donc on va formuler la question d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil avec Google? Parce que nos questions à Google, pour Google, ce sont des assertions. Quand moi je demande des trucs sur les voitures électriques, Google note « Fabien est intéressé par les voitures électriques ». Et il garde ça dans son histoire. Et ces questions, ces assertions sont extrêmement puissantes. Google était capable de montrer, par exemple, qu'il était capable d'analyser des requêtes en temps réel. Et là, ce que je vais vous montrer, ce sont 2 courbes. Une courbe en bleu, qui est l'analyse de Google, et une courbe en orange, qui est l'analyse du centre épidémiologique aux États-Unis sur l'avancée de la grippe. Et vous allez me dire si, en regardant ces 2 courbes, bleu et orange, vous notez quelque chose. Vous vous rendez compte que même dans certains cas, Google est capable de prédire l'épidémie de grippe avant même le centre épidémiologique, simplement en regardant quelles sont les questions qui sont posées dans le fond de moteur. Donc nos questions sont leurs assertions. Et là où je voudrais aller plus loin, c'est vous montrer qu'en plus d'utiliser nos données, ils sont en train d'utiliser notre cerveau et de nous transformer en des machines pour eux. Donc vous aviez par exemple en astronomie, ils avaient un problème qui était de différencier les galaxies elliptiques des galaxies en spirale. Et donc ils avaient fait plein d'algorithmes de traitement d'images pour les catégoriser, ça prenait beaucoup de temps et tout ça. Ils ont trouvé une façon beaucoup plus rapide, ils ont fait un jeu en ligne dans lequel on met en compétition 2 joueurs qui doivent trier le plus rapidement 10 galaxies. Ils ont fini de catégoriser leurs galaxies.
les biologistes ont des problèmes de docking moléculaire des protéines. La fonction des protéines dépend de la forme de la protéine, la façon dont ils vont s'emboîter. Alors là, d'un point de vue combinatoire, en informatique, c'est très très dur en 3D de trouver... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des casse-têtes en ligne, là, où on vous donne deux formes, et puis vous devez trouver, et vous résolvez les problèmes de docking moléculaire. Mais là, jusque-là, c'est bien parce que vous êtes au courant de ce que vous faites. Vous avez Mechanical Turk, où là, il y a carrément des gens qui sont payés pour faire des tâches mécaniques, comme c'est dit, pour d'autres. Là où ça devient plus dérangeant, par exemple, c'est le reCAPTCHA. Alors le CAPTCHA, vous connaissez tous, c'est cet instrument de torture qu'on a mis en bas des formulaires sur le web. C'est ce qu'on appelle un test de Turing inversé qui permet de savoir si vous êtes bien humain. Même si personnellement, je trouve que le CAPTCHA n'a rien d'humain. Mais... Donc on vous déforme un mot et puis on vous demande de prouver que vous êtes capable de retrouver le mot. Dernièrement, il y a quelques années maintenant, on est passé à 2 mots déformés. Beaucoup de gens ont pensé que c'était simplement pour être plus robuste. Mais non. En fait, un des 2 mots est issu des bases de numérisation massive de livres de Google, et c'est des mots qu'ils n'ont pas reconnus. Et donc, vous êtes gentiment et bénévolement, comme 1 million d'autres personnes en permanence sur le web, en train de numériser des livres pour Google. Non, mais c'est vrai, un modèle... J'imaginais une boîte qui a 1 million d'employés, c'est vachement bien. Mais une boîte qui a 1 million de bénévoles, c'est encore mieux. Donc la prochaine fois que vous rentrez un CAPTCHA, envoyez la facture à Google. Et puis la socialisation a vraiment changé notre rapport à tout. Par exemple, un objet comme le bouquin, le livre. Vous avez des sites maintenant, comme Book Crossing, qui vous permettent de prendre un bouquin chez vous que vous avez lu, que vous n'avez pas envie de le laisser dans votre bibliothèque, vous n'avez pas envie de le jeter. Eh bien, vous avez une autre option maintenant. Vous pouvez aller sur ce site, éditer une petite étiquette, le mettre dessus, et puis le laisser dans n'importe quel lieu public, un arrêt de bus, une salle d'attente, n'importe quoi, et indiquer sur le site que vous l'avez laissé, de façon à ce que quelqu'un puisse le récupérer. Et après, vous pouvez suivre le parcours que ce livre fait dans le monde. Les mains. Un autre exemple, c'est audiocité.net. C'est un site dans lequel vous pouvez participer à la lecture de livres pour rendre des livres accessibles aux malvoyants. Et donc, c'est un réseau social pour crowdsourcer, pour utiliser la puissance sociale pour passer à l'échelle sur la vocalisation et la lecture de bouquins. Et cette socialisation, elle part vraiment dans tous les sens. Et moi, je trouve qu'il y a un des objets les plus touchés dès le départ du web et qui, j'ai toujours trouvé été très surprenant, c'est le marque-page. Pour moi, au début, il n'y a rien de plus personnel qu'un marque-page. Alors, même quand il était dans mon navigateur au début, c'était pour moi. Et pourtant, on a complètement socialisé le marque-page. Maintenant, on l'échange. Il y a même des sites comme Delicious dans lesquels on partage ces marque-pages avec l'autre. Et à aucun moment, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça changeait dans le statut du marque-page? Est-ce que le marque-page social a le même statut et doit être traité de la même façon que le marque-page personnel et comment ça fonctionne? Donc on socialise de façon massive des objets. Et dans tous les domaines. Ça peut être dans les voitures, hein, vous connaissez Blablacar par exemple, ça peut être pour les bateaux, pour les taxis, pour les colis, pour les places de parking, ça peut être très très utile en ville, pour le logement, hein, Airbnb ou Bedicasa, qui est connu à Montpellier, pour le stockage, le financement, les bureaux, les repas, le sport, hein, Unleash par exemple, votre machine à laver est socialisable, vous pouvez la partager avec les voisins, des vêtements, il y a même des réseaux sociaux de lombric. Alors bon, quand on en arrive à socialiser le lombric, je pense qu'on a passé une étape dans l'évolution humaine. Un réseau social de lombricomposteur, mais c'est très utile parce que pour toute personne qui veut installer un lombricomposteur, ça permet de récupérer les lombrics de départ. Donc il n'y a vraiment aucune limite à part l'imagination humaine. Je pense que l'exemple qui m'a fait le plus rire dernièrement, c'est celui-là, qui s'appelle Wakey, qui est une application sociale qui socialise le réveil matin. Donc le principe est le suivant, vous donnez l'heure à laquelle vous voulez être réveillé, et après vous pouvez participer au réseau. Vous pouvez aussi décider de réveiller quelqu'un qui a décidé d'être réveillé à cette heure-là. Donc vous vous connectez, vous dites « je veux réveiller quelqu'un », il cherche quelqu'un qui voulait être réveillé à cette heure-là, il vous met en communication avec son téléphone et vous pouvez parler, chanter, siffler, réveiller la personne. Bon, les commentaires sur le site de personnes qui se sont fait réveiller par des bruits de films d'horreur ne m'ont pas donné envie de s'aider personnellement, mais voilà.
Donc il n'y a aucune limite. Et donc, pour conclure cette avant-dernière partie, on est passé avec cette machine sociale, bien au-delà des réseaux sociaux, on est en train de connecter des intelligences entre elles, parfois même sans qu'elles le sachent. Bon, là, je pense que vous avez compris que vous pouvez vous connecter, on va aller plus vite. La dernière facette dans laquelle je voudrais parler avec vous, si vous me le permettez, c'est le fait que le web devient une interface pour absolument tout. Une interface ubiquitaire. Ça est d'autant plus important qu'on vient de mettre en place en 2014 la 5e version de HTML, qui est encore plus puissante que toutes les précédentes, et qui fait qu'en fait les pages ne sont plus du tout des documents, mais que sont toutes des petits programmes, des petites applications. Cette nouvelle version vous permet par exemple d'intégrer une page web complètement à votre ordinateur. Vous pouvez prendre des fichiers et les lâcher directement dans la page web très facilement et de façon standard pour communiquer des données dans un sens ou même dans l'autre, récupérer des données et les prendre et les déplacer directement sur votre bureau sans faire de download ou de quoi que ce soit. Les interfaces s'adaptent automatiquement au type de données. Si c'est une date, il le fait automatiquement. Plus besoin de faire des petits programmes derrière. HTML5 gère automatiquement ça pour vous. Vous pouvez faire de la saisie vocale, de la géolocalisation directement à l'intérieur d'une page web. Et puis vous avez une puissance graphique beaucoup plus grande, notamment en vous interfaçant avec d'autres systèmes comme le JavaScript et le SVG qui permettent de faire des traitements graphiques, voire même WebGL qui permet de faire maintenant des pages web en 3D. Donc il n'y a pas de raison pour que dans quelques années, le web ne soit pas en 3D. Alors, il y a un prix à ça. Lorsque j'ai donné mon premier cours de HTML en 1995, ça m'a pris 2 heures. Le résumé du standard tenait sur une page A4 et le standard en lui-même faisait 39 pages. HTML5, la dernière fois où j'ai regardé, ça faisait 963 pages. Ce qui, d'un point de vue enseignant, pose quelques problèmes. Ce qui avant était une option qu'on prenait le soir rapidement, ne tient plus dans un cours d'un semestre. Et puis, ça explose dans toutes les dimensions, c'est-à-dire que les pages web ont maintenant accès à la multimodalité. Vous pouvez parler aux pages web, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la reconnaissance vocale, du codage, naviguer vocalement, écriture manuscrite, tout ce qui est dual touch, donc interaction avec, par exemple, à travers les tablettes. Et puis, vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle Media Fragment, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez donner des URI, des adresses, qui vont pointer, par exemple, à l'intérieur même d'un film. Donc, vous pouvez donner une adresse au segment qui est entre la 25e et la 28e seconde dans un film. Donc, elle est pointée très précisément. Par exemple, pour synchroniser tous les tweets ou toutes les informations qui étaient échangées dans la salle avec le film de cette conférence. Ce qui fait qu'à la fin de la conférence, il est indexé par les informations qui ont été échangées. Une évolution que vous connaissez aussi très bien, c'est l'adaptation automatique au mobile. Vous regardez le web sur vos mobiles en permanence et en fait, derrière, il y a des standards qui permettent de redécouper la page automatiquement pour l'adapter. Bien sûr, on va plus loin maintenant et on regarde comment le mobile peut être utilisé pour prendre le web et augmenter votre perception de la réalité. Par exemple, vous pouvez avoir une application qui vous permet de regarder une rue et en croisant le web de données, le web sémantique, la géolocalisation, vous pouvez en surimposition mettre les maisons qui sont en vente avec leur prix. Et donc avoir une vision augmentée de votre réalité. Alors ce qui est important de voir derrière, c'est que très souvent, quand on lit notamment dans les documents, dans la presse ou en général, ces aspects-là, on vous présente souvent ça comme des nouveaux moyens d'accéder au web. Mais on oublie de vous dire que c'est aussi un moyen pour le web d'accéder à vous et surtout au monde physique. En fait, le web vous transforme en des fourmis qui parcourent le monde physique pour lui ramener des informations. Vous êtes des fourmis qui vont lui permettre de savoir qu'aujourd'hui, ce matin, tel rond-point est en travaux et s'adapter automatiquement. Donc ça veut dire qu'on devient des crawlers, des fourmis pour le web, et ça veut dire aussi que c'est encore une possibilité pour nos longues ombres numériques sur le web de s'agrandir, et qu'il faut être extrêmement vigilant à toutes les traces qu'on va laisser. Il y a énormément de nouveaux objets connectés. La télé, c'est connecté maintenant au web définitivement. Et on regarde, le web sort de nouveaux standards pour ce qu'on appelle le deuxième écran, c'est-à-dire la capacité à détecter que vous êtes devant la télé mais que vous avez une tablette
et à synchroniser, par exemple, si vous regardez un documentaire sur Monsanto sur Arte, vous affichez automatiquement la page web de Monsanto sur Wikipédia dans votre tablette ou un forum de tous les gens qui regardent le même documentaire pour que vous échangiez. La voiture se connecte depuis 2013, les montres, pas la peine d'en parler en ce moment, le réveil, les lunettes, mais aussi le tuteur de cette plante qui est sur Twitter et qui dit « j'ai soif » quand elle a soif, le cintre de CEA au Brésil qui vous annonce en temps réel le nombre de « I like Facebook » pour le blouson qui est suspendu dessus, ce bus qui est utilisé comme un espace de visionnage des informations de la ville, mais qui est mobile dans la ville, cette serrure, cette fourchette qui analyse ce que vous mangez et qui va se resynchroniser avec votre profil, ce vélo dont les rayons sont transformés en des écrans et qui fait que quand la personne passe devant un musée dans la ville, on peut afficher l'exposition qu'il y a dans le musée pour les gens qui ne sont pas sur le vélo, bien sûr, c'est dangereux, mais qui sont dans l'abribus, etc. Et il n'y a pas que des augmentations extrêmement techniques. Je vous rappelle, il suffit de mettre des petits QR codes partout pour se connecter maintenant. Et même, il y a des objets qui sont créés pour transformer n'importe quel objet en objet connecté. Ce petit objet-là, par exemple, vous pouvez le mettre aussi bien sur une bouteille d'eau que sur votre porte de boîte aux lettres, le relier au web, dire à quoi il est relié, et après recevoir des notifications. Quelqu'un a mis un courrier dans votre boîte aux lettres ou quelqu'un a touché à votre bouteille d'eau préférée. Donc, il est générique. Et puis, une évolution vraiment actuelle, c'est le fait que maintenant les objets sortent du web, c'est-à-dire les imprimantes 3D, dont on parle beaucoup, qui permettent maintenant d'imprimer des objets, sont aussi couplés à des plateformes sociales sur le web qui permettent d'échanger le design de ces objets, de les récupérer, de les imprimer, mais bien sûr de les remodifier et donc d'avoir une co-construction du design distribué. Alors, c'est bien gentil, mais alors comme pour toutes les facettes, il y a un côté assez inquiétant. Et donc, le côté inquiétant sur lequel je voudrais insister ici, c'est l'accessibilité. Plus on complexifie, plus on augmente, et plus on risque d'écarter les fractures numériques. Donc, il ne faut pas oublier, par exemple, qu'il y a des gens qui ne voient pas la couleur bleue. Ce que vous voyez ici, c'est un petit outil qui est au W3C qui vous permet de simuler les handicaps visuels des personnes et de vous rendre compte à quel point une page devient invisible pour quelqu'un, par exemple, ou un menu. La fracture numérique, elle est aussi géopolitique. Ici, vous avez la carte du monde vue la nuit, à part la luminosité. Là, vous avez la carte par connectivité Internet. C'est très difficile de refaire les contours de l'Afrique. Et elle est culturelle. Là, je vous montre les différentes données qu'on a sur Wikipédia dans les différentes langues, données géolocalisées. Donc là, en anglais, vous voyez qu'on couvre bien les États-Unis. On a des infos sur le Japon, raisonnablement sur l'Inde aussi, etc. Et puis, l'Europe est bien couverte. Maintenant, si je passe en français, si je regarde les données disponibles en français, vous voyez que le monde est quand même beaucoup moins bien couvert. Donc, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, un Français qui ne parle pas l'anglais, n'a pas accès à certaines choses. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on détecte certains biais culturels. Par exemple, on voit bien que le Japon est couvert, ce qui est très bien expliqué par nos liens politiques avec le pays. Et puis on voit certaines parties de l'Afrique. Si je passe en catalan, voilà, en italien, en grec, en russe, en chinois. Là, on vient de passer au-dessus des États-Unis. On voit bien le Japon. Et en coréen, ce qui n'est pas étonnant si on connaît un peu l'histoire du Japon et de la Corée. Donc, il y a un enjeu culturel, parce que ça veut dire qu'une culture qui est absente de ce web de données est une culture qui est absente de toutes les applications construites au-dessus et qui devient invisible. Par exemple, les applications touristiques qui piochent dans ces données. Et puis, n'oublions pas que la mobilité, par exemple, l'une des principales raisons pour lesquelles on travaille sur la mobilité sur le web, c'est aussi parce que dans beaucoup de cultures, le premier accès au web se fait par le mobile, par exemple en Afrique. Donc l'enjeu, ce n'est pas uniquement d'avoir des gadgets européens dans nos poches, mais aussi de permettre à tout un nombre de populations d'avoir accès au web pour lequel ils n'ont pas normalement accès avec les infrastructures locales. Voilà, donc j'ai couvert en résumé toutes les parties que je voulais couvrir avec vous. Je vais conclure en 3 transparents très rapidement pour insister sur le fait que vous avez vu un certain nombre d'évolutions qui ont lieu sur le web ou qui sont en cours, mais que toutes ces évolutions appellent vraiment quelque chose qui va au-delà de la technique, des mathématiques ou de l'informatique. Ce que je vous ai expliqué, c'est que le web est passé d'un espace de documents à un espace de données, et qu'il va vers un espace de ressources en général reliées entre elles. Donc on va vers une toile de ressources. J'entends par ressources tout ce qui peut être identifié. Donc ça veut dire beaucoup de choses quand même.
et par tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut identifier demain cette chaise et commencer à en parler, comme je le disais au départ. Il suffit de lui donner un URI, le R voulant dire ressource. Ce qui est très important, c'est que celui qui contrôle ces métadonnées contrôle le web, puisque maintenant, tous les accès, toutes les applications, toutes les compositions sur le web sont possibles parce qu'on a ces métadonnées qui nous permettent de savoir qu'une adresse parle d'une personne, d'une chaise, d'un programme ou d'un lieu. Donc le corollaire de ça, c'est qu'il faut toujours s'assurer que personne ne centralise ces métadonnées. Il faut toujours les distribuer pour distribuer les pouvoirs. Parce que derrière ces métadonnées et derrière le contrôle du web, on contrôle le monde, de plus en plus souvent. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'au fur et à mesure que le web se diffuse dans le monde se diffuse dans le web. Tous les objets que je vous ai montrés rentrent dans le web avec leur complexité. Donc ça veut dire que la complexité naturelle du monde est en train de contaminer le web. Ça n'est plus un objet informatique du tout, puisque toutes les facettes du monde rentrent dans le web. Ce qui veut dire qu'en face des 3 W du World Wide Web, il nous faut mettre toute la puissance de toutes nos disciplines. Toutes disciplines confondues. En face des 3 W du World Wide Web, il nous faut mettre une méthode massivement multidisciplinaire. Et sur ce, je suis prêt à échanger avec vous. Merci beaucoup pour cet exposé qui va soulever, je suis sûr, de nombreuses questions sur justement notamment les aspects pluridisciplinaires. Alors j'aurais, avant de laisser la parole au public, j'aurais une première question à te poser. Alors je me pose justement cette question sur dans le contexte du big data, avec le volume des données, mais aussi leur hétérogénéité. Est-ce utile, est-ce envisageable, est-ce une bonne méthode finalement de tout référencer d'une manière ou d'une autre avec un balisage qui peut être une URI ou quelque chose d'un petit peu plus complet? Alors, est-ce que c'est utile? Oui, à partir du moment où on va vouloir se poser des questions, notamment d'interopérabilité, d'échange. L'un des points très importants, dès lors qu'on se dote d'un moyen d'identifier les choses, c'est de pouvoir en parler et d'en pouvoir en parler avec d'autres. Lorsqu'on on reste dans un monde complètement fermé, c'est-à-dire si tu as des gros volumes de données locaux dans des silos enfermés, le fait d'utiliser un standard d'identification ne va pas forcément être utile pour toi dans un premier temps, puisque tu es local, tu contrôles tes données, tu contrôles tes identifiants, tu peux faire ce que tu veux. Mais si par contre, par exemple, dans le cadre du big data, si je prends le cas en biologie par exemple, où des données peuvent être issues d'un séquençage à un endroit, peuvent être obtenues par une expérience à un endroit, séquencées à un autre endroit, etc. Donc les traitements ne vont pas forcément se faire aux mêmes endroits. Donc que tu vas être amené à faire parler entre eux différentes sources de données, différents services, sur des gros volumes de données, alors ce genre de standard est non seulement utile, mais déjà utilisé pour ça. Parce que tu vas vouloir distribuer tes gros volumes de données, parce que tu vas vouloir les faire transférer, parce que tu vas vouloir distribuer les processus que tu fais dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui font des big data sans utiliser aucun standard du web derrière. Est-ce que ce sera aussi une manière de se protéger et de... Alors, effectivement, de ne pas tout baliser, c'est ça? Effectivement, notamment quand on regarde les silos de données, un des premiers réflexes des gens qui construisent des silos de données, c'est de ne pas utiliser les standards pour s'assurer qu'ils sont fermés. Mais là, c'est une volonté qui leur est propre, et après, c'est pas forcément intéressant en soi, c'est-à-dire que même sur des intranets, par exemple, et donc à l'intérieur d'entreprises, on est amené à utiliser des standards du web, parce que ça permet à l'intérieur de faire de l'interopérabilité, et puis on place un mur, un firewall autour, pour pas que ça communique avec le reste du web. Donc c'est un peu deux dimensions orthogonales. Tu peux être amené à utiliser ces standards d'identification pour des raisons internes, indépendamment de la volumétrie, de la variété de tes données. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens de Montréal, excusez l'accent. Avez-vous remarqué une augmentation des besoins énergétiques du web?
il y a une augmentation des besoins énergétiques des infrastructures informatiques en général, de toute façon. Alors, ce qui est marrant, je vais faire une pirouette pour répondre à ta question, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont fait plus que ça. Je pense notamment à un collègue à Amsterdam qui s'intéresse à est-ce qu'on peut faire du web dans des conditions très dégradées, donc dans des conditions où j'ai très peu de ressources, y compris énergétiques ou d'infrastructures. Parce que c'est un des problèmes, par exemple, quand tu te déploies en Afrique, tu n'as pas forcément la fibre optique qui arrive là où tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire dans des conditions très dégradées? Et oui, il y a des gens qui regardent comment on adapte, notamment par exemple comment on peut utiliser toutes les ressources qui sont autour de nous pour les combiner ensemble et obtenir ce dont on a besoin. Alors, un exemple simple, par exemple, ils utilisent des téléphones mobiles ou des ordinateurs portables pour transporter avec eux sur le portable des petits bouts de Wikipédia en pair à pair. Et après, quand les gens ont besoin de les interroger, ils vont, même s'ils n'ont pas connexion au web, ils vont connecter de pair à pair autour d'eux pour essayer de retrouver si quelqu'un avait par chance gardé un petit bout du cache de cette partie-là. Après, en termes énergétiques, pour moi, la question n'est pas propre au web en lui-même, elle est valable dans tous les domaines informatiques actuels qui utilisent énormément d'infrastructures de calcul. Si tu regardes des photos des centres de calcul de Google, ça ressemble plus à des usines chimiques avec des conduites d'eau forcées qu'à un ordinateur comme on s'attendrait à le voir. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes énergétiques énormes à l'intérieur. Il avait été aussi montré par quelqu'un qui, à une époque où les centres de Google n'étaient pas forcément, leur localisation n'était pas connue publiquement, quelqu'un avait montré que c'était très facile en regardant la convergence des lignes électriques, parce qu'ils se plaçaient à l'endroit où ils pouvaient récupérer l'électricité. Et comme ils ont besoin d'énormément d'électricité, ils ne peuvent pas se mettre au plein milieu de nulle part. Donc oui. Donc vous avez dit au début qu'il y avait une nuance à faire entre le web et Internet. Et dernièrement, on parle beaucoup de l'Internet des objets et du web des objets. Et quelle différence existe-t-il du coup entre ces deux expressions ? Excellente question. Merci. Alors déjà, c'est beaucoup plus qu'une nuance. Vraiment, j'insiste, ce sont deux choses complètement différentes. Au point même qu'on pourrait enlever le web et Internet serait intact. Puisque d'un point de vue architecture des réseaux, comme je le disais, Internet, c'est les tuyaux. Le web, c'est une des choses qui passe dedans. Je peux enlever le liquide qui passe dans les tuyaux, le tuyau reste. Alors, Internet des objets maintenant. L'Internet des objets, c'est donc la mise en réseau des objets. Dès lors qu'on les met en réseau au niveau d'Internet, ils deviennent visibles aussi pour les couches applicatives au-dessus d'Internet, et notamment pour le web. Donc tous ces objets qui ont des adresses deviennent visibles et peuvent se connecter ou publier des choses sur le web. Donc, de la même façon que l'Internet des objets peut exister sans le web, que l'Internet peut exister sans le web, l'Internet des objets, la mise en réseau, peut exister sans le web des objets. Mais ce qui est en train de arriver, c'est que comme ces objets se connectent sur Internet, ils deviennent visibles sur le web et on commence à construire maintenant des applications pour communiquer avec ces objets à travers le web. Ça rejoint mon dernier point de dire que le web devient un réseau d'interfaces, puisque maintenant, si votre cafetière est connectée à Internet, elle devient visible sur le web, et donc elle peut être l'objet d'une application web qui va vous permettre de la programmer, ou de voir sa maintenance, ou de voir son état. Donc la différence entre les deux, c'est la même que celle entre Internet et le web. On va pouvoir construire au niveau du web des applications, échanger des données, composer des services qui parlent avec ces objets connectés à travers Internet. Est-ce que vous... Je reformule ? Donc quel est le lien avec les objets connectés ? Ça fait partie du web des objets, c'est ça ? Connecter des objets, c'est les mettre en réseau, c'est-à-dire les relier au réseau. Donc, par exemple, c'est leur donner une interface Wi-Fi de façon à ce qu'ils puissent se connecter au réseau. C'est les mettre sur un réseau filaire ou les mettre sur un réseau fibre optique. Là, je les ai connectés, je suis dans l'Internet des objets. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont connectés ? J'ai mis ma cafetière sur Internet. Elle a une carte réseau, elle peut parler avec les autres. Cafetière. Ok, elle fait quoi ? Rien. Il va falloir décider quelles applications, quelles interfaces, quels services.
Et c'est là où le web peut rentrer en jeu, puisque c'est devenu un espace de programmation d'applications, de création d'interfaces, de mise à disposition de données. Tout ça, tous ces services que le web permet, c'est ce qu'on peut construire au-dessus de ces objets connectés. Sinon, on peut construire des interfaces dédiées pour chacun des objets, des applications dédiées pour chacun des objets, mais on est obligé de réinventer à chaque fois la façon de faire ça. Si on repose sur le web, on peut utiliser tous les standards du web pour faire de façon unifiée l'interface pour votre cafetière, pour votre voiture, pour votre montre, pour votre portail, dans le même standard. Beaucoup de gens considèrent maintenant en fait le web dans l'architecture logicielle comme étant la plateforme de programmation applicative d'Internet, c'est-à-dire le niveau auquel on va programmer nos applications au-dessus du réseau. Là, quand vous avez un doute, imaginez, prenez deux cafetières, vous tirez un câble entre les deux, vous avez deux cafetières connectées. Vous avez besoin de décider ce qu'elles vont faire ensemble, faire une application. Ça, c'est la couche au-dessus, c'est le web. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Qu'est-ce qui empêche le web de devenir un objet de manipulation politique? Rien. Qu'est-ce qui en... C'est comme un marteau. Un marteau, c'est ni bon ni mauvais en lui-même, c'est un outil. Je peux l'utiliser pour faire des bonnes choses, je peux l'utiliser pour faire des mauvaises choses. Et le web est un outil lui aussi. Et il faut en encadrer les usages. La gouvernance d'Internet se pose actuellement. La gouvernance d'un certain nombre d'applications web se pose aussi actuellement. Et donc il n'y a rien qui empêche, a priori, la mauvaise utilisation d'un outil. Et donc rien n'empêche les gens d'utiliser le web pour faire de la manipulation. Par contre, on peut mettre en place un certain nombre de choses pour éviter que les gens aient ce pouvoir-là. La première chose, c'est d'éviter la centralisation. Ma conclusion, c'était celui qui contrôle les métadonnées contrôle le web. Si les métadonnées sont concentrées dans une main, alors cette main a notamment la possibilité de manipuler les métadonnées, donc de manipuler les gens entre eux. Si on s'assure que l'Internet reste neutre, si on s'assure qu'on ne construit pas systématiquement des silos de données sur le web, qu'on redistribue les données, notamment les données personnelles, aux personnes, alors on réduit considérablement les moyens de manipulation. Mais, j'insiste, dans l'architecture même du web au départ, rien n'empêche quelqu'un de recentraliser et donc de reprendre le contrôle. C'est un combat permanent et une vigilance permanente. Quand une application comme Facebook émerge et concentre les données d'1 milliard de personnes, rien dans l'architecture du web ne permet de l'empêcher. C'est autre chose qu'il faut mettre en place, et ça passe par des systèmes légaux, de l'éducation, le développement d'alternatives, bref, garder toute la possibilité et la liberté de donner des alternatives à tout moment. Bonsoir. Bonsoir. Donc en ce moment, on m'a plusieurs fois parlé du Darknet, et j'aimerais savoir si c'est quelque chose de bidon, ou si c'est un web parallèle, ou... Alors, dark ou deep? Le dark web, je crois que c'était. Du site pour acheter des armes, ou des trucs comme ça, en fait. Alors, c'est pas bidon, ça existe, ça inquiète énormément d'acteurs sociaux. Alors, donc peut-être j'explique un peu les termes. On fait la différence entre ce qu'on appelle le web de surface, le web profond et le web obscur. Le web de surface, c'est celui que tout le monde connaît et que tous les moteurs de recherche peuvent parcourir pour indexer. Et donc, la partie du web qu'on est susceptible de retrouver simplement en faisant des requêtes sur Google. Le web profond, c'est la partie qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Soit parce qu'elle est produite à la volée et donc c'est pas possible de la parcourir, en fait, tout simplement, soit parce qu'elle a été volontairement cachée. Et dans ce web profond, il y a ce qu'on appelle le web obscur, et notamment il est lié à son équivalent qui est l'Internet obscur. L'objectif, c'est pour des communautés de découpler ce web du reste. Donc de faire en sorte qu'il ne soit pas visible. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'avoir des activités, parfois criminelles, mais je fais très attention à ne pas faire l'amalgame parce que dans certains pays où il y a des dictatures en place, c'est ce qui permet aussi à des gens de résister au pouvoir en n'étant pas visibles facilement sur le web pour le pouvoir. Donc c'est une utilisation des technologies du web pour créer des petits webs déconnectés du gros web qui ne sont connus que des gens qui doivent connaître leur existence
et qui leur permet d'utiliser toutes les technologies et toutes les applications du web, mais dans un petit réseau restreint à une communauté. Et rebelote, comme à la question précédente, cette communauté peut avoir des buts louables ou moins. Et donc c'est très difficile aussi. Alors il y avait une expérience qui avait été faite là-dessus qui était très intéressante, puisque une façon de découpler, c'est donc de faire ce qu'on appelle l'Internet obscur, le dark Internet, c'est-à-dire de physiquement découpler les machines, de s'assurer que les machines de ce réseau-là ne peuvent même pas parler aux autres. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut juste avoir des machines connectées et ne pas relier les pages web entre elles, de façon à ne pas pouvoir les trouver depuis le web classique. Et donc il y avait un institut qui avait fait quelque chose qui était très simple, il prenait des adresses, il créait aléatoirement des adresses web, et il se connectait pour voir si la machine existait, et si oui, s'il y avait un serveur web qui tournait. Donc au lieu de faire comme les moteurs de recherche classiques, c'est-à-dire de partir d'une page, puis de regarder les liens, et de page en page de découvrir le web, qui a un gros défaut, c'est que vous découvrez ce qu'on appelle la composante connexe du graphe, c'est-à-dire ce qui est connecté uniquement, mais pas ce qui est déconnecté. Là, il générait aléatoirement des adresses et il se connectait. Du coup, il pouvait de temps en temps, par chance, tomber sur une adresse qui était dans la partie déconnectée. Et il découvrait un web caché. Alors des fois, c'était de l'armement, des fois, c'était des résistants, des fois, c'était de la pédophilie, des fois, c'était... Bonsoir. Bonsoir. Quels sont les enjeux liés à l'ouverture des données publiques et éventuellement les difficultés que l'on rencontre à leur développement? Alors, je vais avoir besoin d'une heure supplémentaire. Alors les enjeux, je peux donner des exemples d'enjeux, et notamment de la prérogative régalienne qu'un État peut avoir à s'assurer que ces données sont présentes. Bon. Par exemple, je travaille beaucoup avec le ministère de la Culture, et une des raisons pour lesquelles je travaille avec eux, c'est de s'assurer que si la culture française n'a pas ces données sur le web de données, alors la culture française est invisible à l'ensemble des applications et des services qui vont être construits autour de ces données. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. La mise à disposition de données permet du journalisme de données, permet aux citoyens de réagir ou de recalculer des choses de ses points de vue, de calculer ses propres points de vue. Donc il y a plein de choses, plein d'enjeux. Côté frein, alors il y a énormément de freins. Le premier frein est très souvent la peur, parce que quand on met des données en ligne, on est responsable des informations que l'on donne, et on peut donner des informations, même quand on pense les avoir anonymisées, on peut donner des informations réidentifiables très facilement et créer des gros problèmes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a des problématiques techniques. Beaucoup de ces données sont prisonnières de systèmes d'information légataires, de feuilles Excel, de tout ce que vous voulez, donc ce n'est pas forcément facile. Troisièmement, il y a des freins économiques. Pourquoi des gens paieraient pour mettre en ligne des données qui vont être utiles à d'autres personnes, qui vont permettre de créer des services qui vont enrichir d'autres personnes? Quel est le business model? Quel est leur intérêt? Donc là, il y a des études qui sont faites sur comment on peut faire des boucles vertueuses pour permettre, par exemple, qu'une application qui utilise de données participe à l'amélioration de la qualité de ces données. Donc là, tout le monde s'y retrouve. Donc je pourrais parler pendant beaucoup de temps sur ces différents aspects, mais vraiment, il y a des freins à toutes les étapes. Et là encore, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est de s'assurer, quand on veut faire ça, qu'on a mis à la même table des gens avec des disciplines très différentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette à la même table à la fois un politique, quelqu'un qui connaît les aspects légaux, un juriste, un techie qui va être capable de dire c'est faisable ou c'est pas faisable, un expert du domaine, quelqu'un qui est concerné par les données, qui va dire non mais attendez, c'est pas possible parce que les données sont pas disponibles. Il faut mettre tout le monde ensemble si on veut arriver à faire bouger les choses. Sinon, en général, on fait des bêtises dans une des dimensions qu'on a oubliées. Je peux peut-être rajouter un point aussi, ce sont les licences. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les licences qui sont intéressantes. En fait, à l'usage et les différents jeux de données, notamment dans le public qui m'a été amené de publier sur le web, ce qui a été le plus bloquant, c'est l'absence de licence. C'est pas forcément intuitif, déjà. Souvent, les gens se disent s'il n'y a pas de licence, youpi. Mais non.
parce que dans beaucoup de cas, le fait qu'on ne soit pas capable de donner la licence fait qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient utiliser ces données, mais qui ne vont pas s'y risquer, parce que justement, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et donc, leurs services juridiques vont dire « t'engages pas, on ne sait pas, si ça se trouve, demain, ils sortent une licence qui est incompatible avec ce que nous, on fait, et donc tu ne peux pas construire au-dessus ». Donc ça, c'est un exemple, par exemple, où vous pouvez avoir une excellente chaîne technique pour publier des données, mais qu'elles ne sont pas utilisées parce que vous êtes incapable de donner le statut juridique. Merci. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Donc merci Fabien Gandon de cet exposé, de la réponse aux questions. Merci.